Salut tout le monde, salut les amis, salam alaikum. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Bienvenue dans cette émission hautement spéciale. Émission dont je vais remercier évidemment Eric Montana et toute son équipe parce que là, on va vraiment parler d'un sujet qui est hyper sensible, qui concerne la dissidence, la résistance et globalement toutes les questions ou toutes les aberrations que vous pouvez avoir. Parce que vraiment, des fois, c'est des aberrations et vous allez voir comment il faut prendre beaucoup de hauteur lorsque l'on traite des détracteurs, lorsque l'on traite de ce que l'on voit sur les réseaux. Et les réseaux, c'est exceptionnel. Vous verrez par vous-même comment des gens peuvent transformer toute une réalité et dans lequel des fois on se sent évidemment impuni puisque on nous traite de tous les maux. Mais dans la réalité, lorsque l'on prend de la hauteur et lorsque l'on va voir de plus près, on va voir que c'est complètement bidon. Et ça, c'est l'exercice que je vais faire avec vous aujourd'hui. Formidable. Alors, je vais en même temps regarder vos questions. Évidemment, je vais répondre. Donc, j'ai le petit téléphone, il est là. On va répondre à toutes les questions. On va essayer d'être pragmatique et d'être efficace. Donc, quand on parle de ce sujet-là, évidemment, on peut en faire du caniveau. On peut se retrouver, puis s'insulter, se dénigrer. D'accord, on peut faire ça, c'est facile. Mais moi, j'aimerais le traiter d'une autre manière parce que c'est quand même important aussi que, à un moment donné, quelles armes nous avons, nous, qui sommes à l'écran, qui sommes dans l'action, pour répondre à tous ceux qu'on ne voit pas, qui ne sont pas dans l'action, mais qui sont hyper virulents. Quelles armes nous avons? On ne les voit pas et on ne peut pas juger finalement de eux qu'est-ce qu'ils feraient de mieux puisqu'ils ne sont pas actifs. Donc, on va essayer de faire un petit peu avec beaucoup de philosophie et on va essayer de répondre de façon, j'allais dire, classe. Donc, pour ça, il faut repartir à l'origine. Donc, vous avez sur les réseaux des tas de gens qui nous mettent en cause. Et je vais vous en montrer quelques-uns et on va pouvoir juger, vous et moi, de la réalité de la teneur de ce qui est dit. D'accord? Et pour ça, donc, je vais vous prendre quatre personnages clés. Alors, ils sont plus nombreux puisque après, il y a le phénomène de on rediffuse. C'est-à-dire quelqu'un dit une connerie sur moi et puis vous en avez 10 qui le rediffusent. Ou sur un tel, ou sur un tel. Et comme c'est rediffusé, forcément, on a l'impression que ce sont les rediffuseurs qui finalement nous attaquent, alors que eux, ils n'ont fait que prendre la vidéo d'un gars, d'une personne, d'un groupe de personnes. Et que ça n'a rien à voir finalement avec tout un tas de gens qui seraient contre nous. C'est juste la facilité des réseaux, c'est en un clic qu'on peut évidemment faire transporter ces vidéos vers d'autres publics, d'autres sphères, donnant l'impression que nous sommes attaqués par des tas de gens. Mais en vérité, vous allez voir, c'est complètement bidon. Donc, je vais revenir sur, grosso modo, il y a des attaques autour de Table 700, il y a des attaques autour des escroqueries, il y a des attaques autour de Combos pour le système, pour l'État, il y a des attaques un peu variés, il y en a même des très farfelus, vous allez voir, vous allez l'entendre de vos propres oreilles, et on va essayer évidemment, tout en prenant du bon temps, parce que moi ça me fait rire, alors je sais pas pour vous, moi ça me fait rire, moi en tout cas j'ai beaucoup rigolé des détracteurs, parce que c'est évidemment, nous on connaît la vérité, et puis on sait ce qu'on a subi pour avoir fait tout ce qu'on a fait, mais c'est la réalité du jeu, et donc on va commencer par ça. Donc là vous avez un monsieur qui fait une vidéo, je sais pas comment il s'appelle, je vous laisse écouter. Donc évidemment, la mise en scène est au top. Hors série, il était 700 à table. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, ce soir, un hors série très spécial que je n'en ferai pas pour une vidéo que je n'avais pas envie de faire à la base, qui va être longue, compliquée. Donc en gros, qu'est-ce qu'il nous dit ce bonhomme? Donc il arrive et il va nous parler d'une réalité dans la complosphère, c'est-à-dire qu'au fond, nous sommes tous des gens qui vont bosser ensemble pour vous amener à la perdition. Et plus ça va descendre, plus ça voilà. va sortir. Donc si je pourrais résumer comme ça. Donc l'objectif en fait de cette vidéo, c'est de montrer tout un tas de personnages, de montrer des vidéos, d'accord, et de faire en sorte que ces personnages, à la fin de la fin,
vont être vus comme des personnages qui sont venus ici pour bousiller la résistance et pour faire du mal, en fait, à vous, citoyens, qui êtes engagés contre un petit peu ce système. Donc là, dans cette vidéo qui dure 2 heures, à un moment donné, il est cité mon nom. C'est-à-dire que moi aussi, je fais partie de ça. C'est-à-dire que je suis dans tout ce cercle. Et ce gars-là, il va faire un truc incroyable. Il va nous sortir une frise. Et dans cette frise, que vous allez voir, il va mêler des choses extraordinaires. Donc là, vous voyez, ça, c'est sa frise. L'objectif de sa frise finale, c'est de dire, au fond, que tous les gens que vous avez ici, ce sont des gens mauvais qui travaillent pour la dissidence. Et là, vous allez y reconnaître à peu près tout le monde. C'est-à-dire, vous allez voir du Francis Lalanne, du Christian Cotton. Alors, Christian Cotton, c'est celui qui a déposé plainte contre Macron, contre Brigitte Macron, par rapport à son identité. C'est celui qui, en ce moment, mène une plainte contre ces gens-là. Vous allez voir des noms que vous connaissez, Mourad El Attab, vous allez voir Emmanuel Dallès, Jean-Noël Mendy, Abdel Zahiri, Richard Boutry, vous allez voir Florian Philippot, Martine Vonner, Ivan Bachot, Étienne Chouard, vous allez voir Jean-Marc, vous allez voir Christophe Chalençon, Tony là-bas, Bernard Claudel, Éric Montana, tiens, il est là aussi, Éric Lemaire, Doc, Roche Square. Vous allez voir Claude Janvier, Nina, donc ça c'est tout ce qui est l'équipe autour de TVADP. Et en gros, ils vont expliquer à travers leur schéma de briques et de broc que la résistance, que ce soit François, que ce soit TVADP, que ce soit la Une TV, que ce soit nous, la Red Family à l'époque, que ce soit Politique de Vie, l'association de Christian Cotton, que ce soit Unissons à la résistance, le Grand Conseil indépendant, la France en action. Bref, tous ces gens-là, en fait, ont un lien et leur objectif premier, c'est de détruire, en fait, la véritable résistance. Voilà ce mec, ce qu'il a fait comme vidéo, et c'est impressionnant. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui lui ont donné du crédit. C'est-à-dire, au fond, tous les gens que vous avez vus sur vos écrans, tous ceux qui sont là et qui luttent, ce sont des gens qui sont là pour vous faire perdre. Donc moi, Richard, Eric, tout le monde. Et il va nommer ça la table 700. C'est-à-dire qu'il va faire un mélange incroyable. C'est-à-dire qu'il va mélanger un mouvement qui s'appelait table 700, dont je vais vous en parler après, avec une réalité du paysage politique de la dissidence. Ceux qui sont contre le système, que ce soit la vaccination, que ce soit la 5G ou que ce soit la façon politique, démocratique de fonctionner de ce pays. Donc, en gros, dans ce tableau, il n'y a que les gens qui glandent rien qui n'y sont pas. Voilà, dont lui d'ailleurs. Par contre, tous les autres, ils y sont. Et si on regarde un peu plus près, vous allez retrouver du Jean Lassalle, je ne sais pas ce qu'il fout là-dedans, vous allez retrouver du Debout la France, du Olive avec TPMP, parce que, en gros, tous les gens qui sont là-dedans sont des gens, de toute façon, du système ou des organisations politiques et que, en gros, on est mêlé dans un gros millimélo. Donc, ça a été le point de départ, je pense, mais qui était tellement ridicule que moi, j'y ai pas répondu. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? On est tous des salauds et on travaille tous pour Macron ou pour le système ou pour je ne sais qui. Bon, tu laisses le mec. Bon, j'ai laissé passer. Et puis, j'ai commencé à voir des gens dans les commentaires nous dire table 700, etc. On commençait à être interpellés dans les commentaires. Ah ouais, tu fais partie de table 700, etc., etc., etc. Je dis oui, mais attendez, c'était quoi le problème ? Alors, moi, je faisais partie de table 700. Moi, j'ai fait des vidéos, carrément. J'ai fait des interviews, des vidéos, et j'y étais depuis la base. C'est-à-dire, il y avait une personne, et après, il y avait moi, Sylvain, que je salue, et 2 autres personnes de la brigade d'Icrime, dont je ne vais pas dire leur nom. Donc, on était 5 autour d'une table. Les gars, il faut qu'on unisse là. Moi, on est venu me dire, il faut unir les forces. Je dis, il n'y a pas de problème. Moi, je suis pour l'unité, moi, de toute façon. C'est ce que font tous les militants de terrain. Ils cherchent l'unité, la plus possible, la plus large possible. Donc, on nous a vendu un concept d'unité. Moi, j'ai dit oui. Et je suis rentré dedans. Mais pour les gens qui n'y étaient pas, comme ce monsieur-là, il nous a sorti un bric-à-brac. Et à la fin, il a fait ce tableau-là. Donc, tout le monde est table 700. On ne sait pas ce que ça veut dire. Mais sous-entendu que tout ça, c'est autour d'un projet presque mafieux. Hein, c'est là,
On veut bousiller la résistance ou on veut bousiller des choses. Et là, ça va plus. Là, ça va plus et du coup, ça nous fait, à nous, ben, ça nous fait réagir et on va essayer de réagir de la meilleure des façons en étant les plus factuels possibles. Alors moi, je tiens à dire que je suis pas un menteur déjà. Je suis connu pour ça. Je suis pas un menteur. Je dis les choses et j'ai pas peur de les dire. Voilà. Mais mes détracteurs et les gens face à qui j'étais avant, c'était Cohn-Bendit, c'était Caroline Fourest, c'était Darmanin. Donc, je ne vais certainement. J'avais le mouvement, tout le mouvement sioniste que vous connaissez, Balance ton antisémite, Conspiracy Watch, etc. Donc moi, quand je viens et que je vous dis, j'ai pas peur de parler de lui ou d'un tel, il faut vraiment que vous le pensez parce que il n'y a pas plus vrai que ça. Et tous les gens qui vous connaissent, qui me connaissent ou qui m'ont côtoyé, ils savent que Abdel, lui, flippe pas, lui. Donc je ne vais pas m'amuser à vous mentir pour je ne sais quelle raison. Je vais vous dire ce que moi j'ai vécu, comment je l'ai vécu, et ensuite vous en faites ce que vous voulez. Mais au moins, ça réglera une bonne fois pour toutes le problème. Donc vous avez ce mec qui a fait cette frise, qui a fait ce torchon-là, il a fait une vidéo. Et c'est pas tout. On va commencer par le départ. Est-ce que c'est le seul? Non. Je vais vous montrer quelques-unes, par exemple, des choses que l'on m'a reprochées alors que j'ai été expulsé. Et vous verrez pourquoi après. Et vous verrez entre les détracteurs et les raisons pour lesquelles j'ai été expulsé. Puis vous vous direz vous-même, est-ce que je suis fou ou pas? Donc je vous montre par exemple des détracteurs. Donc là, nous sommes sur le réseau TikTok. De toute façon, ce serait bien qu'il montre, s'il a le courage, de mettre à disposition les 300 pages de son procès et la conclusion de son procès. Donc écoutez ces gens ce qu'ils vont dire de moi. Mais il ne le fera pas. Ils vont dire toujours la même page, le même extrait. C'est pas lié à des violences conjugales ou Non. Il y a eu des viols, il y a eu des avortements, il y a eu de l'escroquerie, il y a eu un homicide et surtout, le fait que, comment on appelle ça, comme elle disait, franchise, d'avoir trop ouvert ça. Alors, pour ceux qui n'ont pas entendu, donc j'ai été expulsé, il y a eu des viols, il y a eu des avortements, je savais pas que c'était un crime, il y a eu des viols, il y a eu des avortements, il y a eu de l'escroquerie et sur un homicide, et surtout, j'ai trop ouvert ma gueule. C'est-à-dire que normalement, quand tu dis et surtout, quand tu as fait viol, homicide et tout ça, tu t'attends à il a mangé des gosses. En général, c'est ça, quoi. Non, et il a ouvert trop sa gueule. Tu sais, c'est le monde à l'envers. Mais c'est bien ce qui a été dit sur moi. Donc, vous l'entendez bien. Des gens qui disent qu'ils ont eu accès à mon dossier, ce qui est complètement faux, et qui racontent ça. Pour que les gens puissent lire. Mais il ne le fera pas. Au début, donc, ils vont dire que j'ai tapé ma femme. C'est pas lié à des violences conjugales ou Non. Il y a eu des viols, il y a eu des avortements, il y a eu de l'escroquerie, il y a eu un homicide et surtout, le fait que, comment on appelle ça, comme elle disait, franchise, d'avoir trop ouvert sa gueule. Il a cru qu'il était intouchable avec une carte de séjour. Il travaillait pour ces gens-là. Oh la folie totale, quoi. Je travaille pour ces gens-là et ceux qui m'expulsent. Donc ça, j'ai eu droit tout le temps. Toute ma vie de militant, j'ai eu le droit à la jalousie, à la calomnie, à ces trucs-là. Donc forcément, petit à petit, quand on arrive là où j'en suis, c'est-à-dire après 27 ans d'engagement. Enfin, moi, j'ai commencé, j'avais 16 ans. Mon prof, Monsieur Mandine, le mouvement Agissez Rêver, et vous pouvez aller voir n'importe qui sur Avignon, n'importe qui, vous allez lui dire Abdel Zahiri, il va vous dire, il était petit déjà, il est en couche-culotte, il était déjà dans l'action. Donc 16 ans, le début de mon engagement. 18 ans, je suis président d'une association pendant 18 ans. Agissez Rêver. Alliance de la jeunesse contre le racisme, l'exclusion et la violence. Et je vais mener des centaines et des centaines d'événements, déjà rien qu'autour des quartiers populaires, etc. Ces événements dont la plupart, je les ai en vidéo. Donc, moi, j'arrive devant vous, je vais faire un peu le bouffon, mais je peux. Parce que j'ai pas fait 2 mois de militantisme et j'ai pas fait du blabla. J'ai été engagé, mais vraiment engagé au sens le plus déterminé que tu peux avoir. Donc, j'ai des gens qui arrivent et qui nous disent, encore une fois, nous sommes je ne sais qui, nous sommes je ne sais quoi. Moi, je prends la lotte. Donc là, vous avez cette personne qui dit, j'ai fait un homicide, donc j'ai été viré parce que j'ai fait un homicide, j'ai été viré parce que j'ai des viols, etc. Alors que normalement, tu vas devant un tribunal. Je rappelle que moi, je suis passé devant un tribunal, que j'ai gagné. Avis défavorable. Donc, vous verrez à la fin, évidemment,
entre les détracteurs de Internet et le ministère de l'Intérieur, donc avec la DGSI, ce qu'ils disent sur moi, ce qu'ils disent sur eux, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que eux, ils vont dire que je suis un sioniste, alors qu'eux, ils vont dire je suis un anti-sioniste et du coup, je suis un antisémite. C'est-à-dire l'inverse, carrément. Eux, ils vont dire que je suis un franc-maçon et le système, il me vire parce que je suis anti-franc-maçon. Et c'est là où tu te dis, c'est tellement aberrant. Mais oui, c'est aberrant. C'est pour ça qu'on a déjà fait cet exercice 100 000 fois. Tous les gens qui nous connaissent et qui nous côtoient, ils savent déjà, oh purée, encore on va encore faire ça. Ben, je suis obligé. Qu'est-ce que je te dise? Parce que j'arrive dans une nouvelle chaîne. Eric, il me connaît pas plus que ça. Comme moi et vous, certains d'entre vous, me connaissez pas plus que ça. Et vous entendez on vous envoie des liens dans lesquels vous entendez Abdel. Oui, on se marie avec des gens pas nés, ouais. Ils sont pas nés, on se marie avec eux. Puis vous allez voir d'autres vidéos. Je suis franc-maçon. Et d'ailleurs, c'est toujours des vidéos qui durent 1 minute. Pourquoi? Parce que si vous voyez la totalité, vous allez vous dire, c'est quand même fort de café, tu vois. Il y en a une, je dis, ouais, je suis franc-maçon. Ouais, je suis dans les loges. Ben, je suis là pour arnaquer, en fait, la dissidence. Ouais, pour prendre des pognons. Et à la fin de la phrase, je dis, ouais, je mange des gosses aussi et tout. C'est-à-dire que on est face à des détracteurs. Et ces détracteurs sont tellement, c'est tellement ridicule qu'à un moment donné, il nous reste plus que la rigolade. Il nous reste plus que la rigolade. Et après, j'ai bien compris. J'ai bien compris que quand on atteint une certaine stature, tu sais, Zama, quand tu es un homme, il faut être carré. Moi, je suis Abdel Zahiri, j'en ai rien à foutre. J'ai envie d'aller rigoler, je vais rigoler, tu vois. Mais par contre, s'il faut aller faire le sérieux, je vais faire le sérieux. S'il faut aller dans la lutte, je vais dans la lutte. Mais s'il faut déconner, je suis déconneur, moi aussi, tu vois. Donc, moi, je suis là dans mon univers, Internet, des fois face à des gens bien, des fois dans des réflexions et des fois face à des cassos. Et quand tu es face aux cassos, maintenant, j'ai arrêté de faire le mec bien. Non, je ne suis pas franc-maçon. J'ai reçu Stéphane Blé. Vous savez qui c'est, Stéphane Blé? Stéphane Blé, c'est un mec qu'ils ont même jeté du 5e étage. Stéphane Blé, lui, il venait dans mes émissions, j'en ai fait beaucoup avec lui, dans lequel on dénonçait tout ce mouvement-là. Et pas que moi, il a allé chez beaucoup de gens d'ailleurs. Donc, c'est un ancien franc-maçon du 33e degré qui vient et qui nous raconte toutes ces saloperies qu'il y a derrière la franc-maçonnerie. Nous, on est là tout le temps, on parle d'eux, on les accuse, mais quand même, tu as des gens qui disent qu'on est des francs-maçons. Après leur avoir dit 1 million de fois, mais vous êtes fous les gars ou quoi? Je suis pas franc-maçon, mais qui en ont rien à faire parce qu'on a affaire au débile du débile de TikTok. Alors déjà, les autres réseaux, c'est débile, mais alors TikTok, c'est x2, tu vois, parce que la neurochimie, la dopamine et tous ces trucs-là, ça monte tellement à la tête que ça les rend complètement shootés. Donc, des fois, tu arrives et tu dis, oui, je suis franc-maçon. Ouais, je vous ai menti, je suis franc-maçon, je travaille dans une loge et tout, etc. Ouais, je suis contre la Palestine. Ouais, non. Parce que c'est dans la vidéo, ils disent que juste, je suis franc-maçon. Ils vont pas jusqu'au bout, parce que là, au bout, tu aurais compris que c'était n'importe quoi, tu vois. Donc, j'ai eu affaire à des gens comme ça, et ça a été repris par certains détracteurs, dont j'ai fait face. C'est-à-dire, à part Lou Divergent que vous allez voir ici, que je ne connais pas particulièrement, dont je n'ai rien contre ce bonhomme, même s'il a fait une vidéo contre moi, moi, j'ai rien contre lui. Mais à part ça, je veux dire, tous les autres, je les ai confrontés. Et je les ai confrontés des fois d'une belle façon et des fois de la déconnade. Et je vais essayer un petit peu de vous apporter quelques nuances là-dedans. Donc là, vous aviez ce premier phénomène. Donc, j'ai tué des gens, j'ai violé des gens, etc., etc. Donc, vous pouvez entendre ça. Voilà. Vous pouvez entendre tous ces trucs-là. Et si vous l'entendez, ben, vous saurez quoi faire la prochaine fois. Alors, vous aviez aussi Table 700. Donc, je reviens à Table 700. Vous avez beaucoup cette critique de Table 700. Donc, Table 700, moi, j'y étais dedans. Et je vais vous montrer une petite vidéo de ce que je faisais à l'époque. Donc là, j'étais en route. L'éternel recommencement. Donc, vous allez voir, j'ai toujours un casque, j'ai une épée normalement et tout ça, parce que Macron avait dit on est en guerre, donc j'étais en guerre. Et dans ce réseau, moi, j'étais journaliste et j'étais très en vogue. Il faut savoir qu'à l'époque, je faisais des centaines de milliers de vues. Ma meilleure vidéo en émission, c'est 913 000 vues. Voilà. Sinon, régulièrement, j'ai dépassé les 100 000 vues juste en finissant le live. C'est-à-dire, tiens, j'ai fini le live, il y a plus de 100 000 vues dans la vidéo. Je vous parle même pas des 6 jours, 7 jours, 8 jours, 10 jours après. Voilà. Donc, j'ai un clip qui avait mentionné ça, donc je peux vous montrer, il n'y a aucun souci. Et à partir de là, moi, mon truc à moi, c'était de dire, je vais vous montrer le clip, comme ça vous allez le voir. Donc, regardez bien les audiences que vous allez avoir en bas. 913 000 vues, 212 000, 62 000, 105 000,
106 000, 160 000. Bref, je faisais des émissions, je recevais des gens et j'étais très en vogue. Voilà, j'étais dans la lutte, j'étais sur les routes de France contre la vaccination, contre la 5G, et j'étais aussi face à tous ces phénomènes de placement d'enfants, pédocriminalité. C'était mon credo. Donc j'ai reçu des gens que Eric connaît très bien parce qu'il les reçoit aussi, et j'ai fait mon petit boulot à moi de journaliste de Wish. Hein. Moi, je me prends pas au sérieux, journaliste de Wish. C'est-à-dire que moi, j'ai pas fait d'école de journalisme ni rien, et tant mieux, puisque finalement, si vous me mettez face à des gens pour faire des interviews et vous mettez des gens de BFM, vous allez voir, vous allez préférer moi. Parce que c'est pas de bouffonnage, il n'y a pas de formatage. D'accord? Alors évidemment, j'ai pas le métier, mais j'ai quand même fait plus de, si je prends tous les trucs, plus de 600 interviews. Que ce soit à Avignon, au niveau local, que ce soit au niveau national et international. Donc, j'ai fait plus de 600 interviews et j'ai quand même un petit bagage derrière. Donc, j'étais en vogue et je reçois justement tout un tas de sollicitations, notamment cette table 700. Donc, la table 700, ben moi, écoutez, moi, c'est pas un problème. J'ai un monsieur qui vient me voir et il me dit, Abdel, faudrait qu'on s'unisse. Je suis d'accord. Et c'est lui qui a amené le concept de table 700. Et quand j'ai demandé, c'est quoi table 700? L'intelligence artificielle a dit que si on mettait 700 personnes influentes autour d'une table, dans une dynamique, on pourrait renverser les choses. Bon. J'en ai tellement rien à foutre du nom que tu peux l'appeler table volante. J'en ai rien à foutre. Donc, il n'y a pas de problème. Table 700. Et on va faire le job. Quel est le job? C'est d'aller voir des gens et essayer de unifier. Et moi, mon boulot à moi, c'est en tant que journaliste, je rends des comptes de tout ça. Donc, il y a des gens dedans de tout. Il faut imaginer que vous avez des associations, des mecs individuels, des groupes, etc., etc. Donc, vous avez des gens que vous allez trouver farfelus et vous avez des gens que vous allez trouver bien. Parce que il y a beaucoup de gens. Donc, moi, j'ai eu la chance d'en faire partie pendant pas longtemps, puisque je vais en sortir, et je vous dirai pourquoi je suis en sortie. Mais le peu que j'y étais dedans, c'est-à-dire, c'était extraordinaire. Pourquoi? Parce que qu'en tant que militant, quand on voit la ferveur et quand on voit les gens qui se mettent ensemble, on est heureux de quelque chose. Même si à la fin, ça se passe pas toujours bien, ou etc., on est heureux. Les gens se mettent ensemble, on est contre la vaccination. Et dans ces gens qui se mettent ensemble, il y a les gens qu'on va rencontrer. Donc moi, je vais vous dire ce que j'ai rencontré. Et puis, il y a ce qui se dit de ce que je n'ai pas vu, de ce que je n'ai pas entendu. Donc ça, je le laisse aux autres de s'expliquer là-dessus, mais en tout cas, pour ma part, qui était une des personnes, dès la base, faisait partie des 5 personnes qui étaient dedans, 2 personnes de la brigade du crime, vous aviez 2 autres personnes et moi, qui fait partie des personnes qui vont essayer de mettre en place, de faire converger tous ces gens-là. Moi, j'avais un mouvement qui s'appelait la Red Family, mais à l'intérieur de Table 700, chacun venait en fait avec son mouvement, etc. Donc moi, j'arrive avec un mouvement qui est fort de plusieurs milliers de personnes. On est contre la vaccination, on fait des tracts, on fait des tours de France, on est hyper connu, on est hyper médiatisé, on est présent dans toutes les manifs de France avec nos tracts, etc. On est bien. Mais il y a d'autres gens aussi qui sont pas comme nous et qui veulent faire quelque chose. Vous avez un, par exemple, qui s'appelle André. Il est souvent attaqué, André. Pourquoi? Parce qu'André, il a une histoire un peu fantastique. Hein. Bon, après, vous y croyez pas. C'est pas le plus important. Hein. Donc, ce gars-là qui a vu la Vierge et qui pense qu'il a une mission, je vais être confronté face à lui, en plénière, filmé. D'accord? Donc, on va filmer une plénière. Il est contre la vaccination, contre la 5G, etc., contre le satanisme, etc., tout comme nous. La particularité, c'est que moi, par exemple, qui suis musulman, moi, je sais déjà qu'il n'y a pas, à part Jésus qui va revenir, il n'y a pas de gens qui seraient divins parmi nous. Donc, au début, j'ai cru qu'il se prenait pour Jésus. Je lui ai dit, écoute, moi, à part ton truc, si tu te prends pour Jésus, ça, tu te le gardes pour toi. Il m'a dit, non, je ne me prends pas pour Jésus. C'est là que j'ai compris l'histoire, grand monarque, etc., etc. Mais sinon, il n'y avait rien, je veux dire, d'affiliation. Et pourtant, aujourd'hui, mais évidemment, on vous dit ça des mois, des années plus tard, parce que là, ce que je vous parle, c'était en 2022. On vous dit ça des années plus tard. Pourquoi? Parce que la mémoire, elle est partie. Les gens concernés, la plupart, ils sont plus là. Et du coup, c'est le fantasme des réseaux qui tourne. Tout un tas de gens qui n'ont jamais connu Tab 700, qui ne connaissent rien à ça, qui n'ont jamais rien vu, qui viennent nous expliquer en fait ce que c'est que Tab 700. Mais cousins, on y était, nous, dedans. Il n'a pas m'expliquer là où on était. Et donc, dans ces explications, vous avez un monsieur qui s'appelle Lou Divergent. Donc là, c'est la vidéo de Tab 700.
Donc, dans cette vidéo-là, vous regardez. Un mouvement solidaire, fraternel et en même temps déterminé. Donc, Sylvain, pas étonnant de le retrouver dans Table 700. Alors, Voilà. Sylvain, on va commencer par cette question. On veut créer un mouvement déterminé, c'est bien ce que l'on dit, un mouvement unitaire, solidaire. L'éternel recommencement, l'épreuve de Dieu ultime jusqu'au bout. Faire en sorte, évidemment, que dans notre époque contemporaine, ici, avant l'arrivée de Jésus, avant l'arrivée de Issa, avant que le miracle se fasse, que nous apportions notre pierre. Et donc, je vous remercie évidemment de votre fidélité, je vous remercie de votre loyauté. On est devant l'hôtel. Le temps que je branche la caméra et le temps que je me mette tout ça en place. Et après, je suis vraiment à vous. Mais en attendant, je vais vous faire monter Sylvain. Alors, Sylvain, il est, lui, dans la... Voilà. Et là, je vais vous montrer justement les personnes. Donc, Sylvain, c'est lui. Voilà. Il faisait partie des 5 personnes qui, pendant des semaines, c'était nous. Donc, il y avait Sylvain, il y avait Gérard Camberlin, le créateur de tout ça, c'est-à-dire c'est lui qui est venu me voir. Il y avait d'autres personnes qui sont venues bien après. Par exemple, vous avez Christian Cotten, il n'était pas au départ. Ça fait partie des personnes qui ont rejoint la Table 700. Donc, Christian Cotten, c'est celui qui a déposé plainte contre Macron. Et franchement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, il s'est passé que lui, on lui attribue tous les qualificatifs que tu peux. Voilà. Faisant partie d'une secte, machin, etc. Bon, en tout cas, lui, il a été dans tous les mouvements anti-pédocriminalité, et dans les mouvements depuis des années, depuis plus de 30 ans. Donc, ils peuvent lui dire ce qu'ils veulent. Je connais Internet et je connais la réputation, les rumeurs que l'on fait sur Internet. En tout cas, moi, lui, on a des désaccords comme avec certains. On a des désaccords sur plein de choses. Et notamment, il nous avait dit une fois, lui, c'est un pro-secte. Et moi, je lui avais posé la question, je lui ai dit, mais t'es sérieux, la scientologie, les sectes et tout? Donc, c'est un anti-franc-maçon. Mais lui, il expliquait un concept qui est pas mal. Donc, lui, c'est le mec, tu sais, de la réflexion. Il était rappeute ou je sais pas ce qu'il était. Il disait, en fait, la secte, c'est la définition, mais on est tous la secte de quelque chose. C'est vrai que nous, les antivax, on était devenus une secte. Et c'est vrai que quand on s'oppose à la secte, vous avez la vraie secte, celle qui est endoctrinante et qui est aliénante et ce que tu veux. Mais après, il y a toutes les sectes dans lesquelles on va y faire tomber des gens. Les complotistes, c'est une secte. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai dit attention avec la définition et l'utilisation de ce mot secte, parce qu'il peut finalement s'agir de parler juste de gens qui ne sont pas d'accord avec une majorité ou avec une idée dominante. Par exemple, de ceux qui nous gouvernent. Si tu n'es pas d'accord avec eux, tu deviens une secte. Et donc, c'était intéressant cette réflexion, mais sinon, à part ça, il n'y avait rien à voir. Alors, vous avez toutes ces personnes. Vous avez des personnes que vous ne connaissez pas, Sandra. Vous avez des personnes, Jean-Noël Mendy, qui n'ont pas joué des grands rôles, voilà, qui n'ont pas forcément... Mais voilà, c'est des gens, individuellement aussi, qui ont rejoint des mouvements. Vous avez d'autres personnes, et notamment des plus connus, si vous prenez par exemple Benamias, voilà. Donc lui, c'est celui qui a fait les films Hold Up. Et lui, en fait, il n'a jamais été dans Table 700. Mais comme on lui demandait aussi de faire la promotion de Table 700, il disait Table 700, rejoignez Table 700, je fais partie de Table 700. Mais en vérité, il n'a jamais fait partie. Comme d'ailleurs Richard Boutry. Richard Boutry n'a jamais fait partie de Table 700, réellement. C'est-à-dire, dans nos réunions et dans nos trucs comme ça, il n'a jamais été là. Mais c'est le mec qui pouvait, comme Mourad El Hattab d'ailleurs, dire Table 700. Pourquoi? Parce qu'en fait, Mourad El Hattab, il voulait faire la promotion de l'unité. Mais ils étaient tous loin de tout ça. Donc, Table 700, en vérité, il y a eu très, très peu de gens, et encore moins de gens connus. Mais il y avait des petits gens comme nous. Voilà, on était pas mal. On s'est rejoints pendant 3 jours. On a fait des plénières, comme font les universités d'été, les partis politiques, les associations, comme font les ONG. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils se rencontrent et ils discutent. Et nous, on a fait ça. On a rencontré, on s'est discuté. Franchement, mouvement extraordinaire. Jusqu'à maintenant, ça a toujours été une déchirure, le fait que cette unité, elle s'est cassée la gueule. Mais on va certainement pas, pour faire plaisir aux gens, aller raconter que c'était pourri tout. Non, c'était plein de gens comme vous et moi, où on se met ensemble et on essaye de trouver une alternative. Et puis après, il y a les coulisses. Alors les coulisses, ça vous n'êtes pas forcément dessus. Moi, en tout cas, sur ce qui a été de ma personne, moi, j'ai été la première personne à partir de Table 700. Et j'ai expliqué mon raison de mon départ, et je peux le réexpliquer 1 million de fois. Donc, Table 700 était un mouvement qui n'était pas du tout franc-maçon, qui n'était pas du tout sectaire, et qui n'était rien du tout.
dans ce que nous avons vécu avec les gens dont je vous ai montré juste avant, c'est-à-dire tous ces gens-là qui, eux, venaient tous d'un horizon différent. On ne se connaissait pas tous dans le sens de la profondeur. C'est-à-dire, moi, quand ils arrivent, on se rencontre, tous ces gens-là. C'est pas qui ils sont, ni rien, et petit à petit, on se découvre et on apprend un peu à aller vers ensemble. Voilà, comme n'importe quel mouvement qui se lance. Donc, quand les gens ils arrivent, ils nous disent, ouais, il y avait un facho, il y avait ci, bah, déjà, nous, on ne connaît même pas les personnes qu'il y a dedans. Donc, calme-toi. Et vous allez voir à quel point il faut se calmer, parce que quand vous allez voir rien que moi, par exemple, la biographie qui est faite sur moi, c'est incroyable. Incroyable. Et je rappelle encore une fois, et je le redis haut et fort, si vous trouvez une personne dans les réseaux YouTube, TikTok ou qui vous voulez, qui a fait autant de mouvements et de manifestations et d'engagements que moi, vous me le dites. Et vous prenez son nom et vous me le dites. Et là, je vous lis. Parce que moi, j'arrive et des fois, je fais le bouffon. Moi, je veux bien que tu m'attaques de tout. Mais moi, je le répète et je le redis haut et fort, il n'y a personne sur les réseaux, je n'ai encore rencontré personne qui a un parcours aussi long et aussi engagé que le mien. Et il y a des vrais militants, vous avez des gens qui sont... Salut Jim, ça va Jim, je te récupère dans quelques... Ouais. Dans quelques instants, je te récupère. Donc... Merci Jim. Donc Jim qui va nous rejoindre et qui va justement lui aussi donner son expertise un petit peu sur cette critique de la dissidence, etc. Et vous allez pouvoir aussi avoir son expertise à lui. Mais je vais finir justement. Donc moi, quand j'arrive, moi je veux bien qu'on m'attaque de tout. Moi je suis resté un mec simple et tout, mais je le redis encore et haut fort. Vous pouvez aller regarder dans les gens qui ont bourriné, qui ont fait autant d'actions, autant d'engagements et autant de trucs. Vous me les amenez ici, là. Parce qu'il y en a, mais ils ne sont pas sur les réseaux. Moi, je connais des vrais gens militants et tout, ils ne sont pas sur les réseaux. Mais sur les réseaux, de ce que j'ai vu là, beaucoup de blablateurs, beaucoup de tout ce que tu veux, mais quand il fallait aller au front pendant des années et être dans tout un tas de postures ou organiser tout un tas de mouvements, on ne les a pas vus. Donc, ce mouvement Table 700 était un mouvement qui, à la base, de ce que j'en ai compris moi, était là pour unifier les gens. J'y suis allé et je suis parti pour une simple et bonne raison, c'est qu'à un moment donné, une des personnes m'a dit qu'il y avait des francs-maçons qui voulaient nous rejoindre pour détruire Macron. Et je vous jure, vous savez, on est en plein Ramadan et c'est d'ailleurs l'heure où je vais prendre une date parce que là, je dois rompre le jeûne. Donc, je vous jure en plein Ramadan que je ne vous mens pas. Et ça ne veut pas dire qu'ils étaient dedans. Ça ne veut pas dire que Table 700 était franc-maçon. Il n'y avait pas tout ça. Vous allez voir que Table 700 a fait l'objet de toute la cellule antiterroriste et que des gens ont été arrêtés et interrogés pendant plus de 5 heures par justement la DGSI. Donc on n'était pas du tout des francs-maçons ou des gens du système. Ça, c'est des conneries qui vous racontent ça. Mais quand on est venu me voir et qu'on m'a dit qu'il y avait des francs-maçons qui voulaient nous rejoindre, j'ai demandé j'ai dit, moi je veux voir ces gens-là. On m'a répondu que tu ne peux pas les voir. Alors j'ai dit, si je ne peux pas les voir, je ne resterai pas. Et c'est ce que j'ai fait. Quelques semaines plus tard, ne voyant pas justement cette opportunité de voir qui étaient ces gens-là, je suis sorti. J'ai un nombre incalculable de témoins. L'ancien président des alerteurs qui allait dans les réunions à ma place, puisque moi j'avais pris déjà une première posture de fait de me retirer des réunions et des choses comme ça. Et il y avait une autre personne qui était la trésorière du groupe. Donc, on avait des personnes dedans. Vous allez voir plus tard, Jean-Noël Mendy, dans une vidéo dans laquelle je suis face à lui, il dit oui, Abdel est parti. D'ailleurs, on lui reproche de ne pas nous avoir dit qu'il y avait des francs-maçons. Moi, je ne dis pas qu'il y avait des francs-maçons, je dis qu'il voulait rejoindre. Et je suis parti à partir de là et j'ai fait ma route. Donc, moi, j'ai quitté Table 700 il y a à peu près, pareil, 2 ans. Hein, j'y suis rentré dedans et on va dire 2 mois ou 3 mois peut-être après, j'y suis parti. Mais la raison, c'était que des francs-maçons voulaient détruire le système, ils voulaient nous rejoindre et moi, j'ai dit non. J'ai appris plus tard d'ailleurs paraît-il que dans ces francs-maçons, ça serait l'équipe autour de Jean Lassalle, le député Jean Lassalle. Bon, j'en ai aucune idée si c'est ça ou pas, je spécule pas là-dessus, c'était Jean-Noël Mendy qui avait dit ça dans une entrevue dans laquelle j'ai. Donc, quand les gens attaquent Table 700 pour dire que c'est des francs-maçons, ben c'est faux. Table 700 a été même, moi dans mon dossier, vous avez l'État qui parle de Table 700 comme étant une secte organisationnelle qui voudrait organiser une révolution armée. Donc, tous ces gens-là qui parlent, que ce soit Loup Divergent ou l'autre, là, ils savent même pas de quoi ils parlent. Ils sont allés reprendre des répliques de petits bouts par-ci, par-là. Ils ont essayé d'en faire une émission.
Et évidemment, tu as le Tipeee et tu as le soutien. Il faut soutenir ces gars-là. D'ailleurs, je vous invite à les soutenir. Moi, je suis pour qu'on soutienne la résistance. Envoyez-leur de l'argent, envoyez-leur ce que vous voulez, parce que si ces gens-là, ils vivent en dénonçant les choses, etc., ben pourquoi pas nous les soutenir? Donc, moi, j'ai rien contre ça. Mais venir nous attaquer, nous, moi, Jim et tous ces gens-là, parce que sur des fantasmes, ça, c'est dégueulasse. Donc, est-ce qu'il y a des gens qui étaient dans Tab 700 qui sont venus? Non. C'est que des gens en dehors de Tab 700 qui ont fantasmé sur nous. Donc, je le redis une dernière fois pour que ce soit réglo. Table 700 n'était pas un mouvement de franc-maçon ou de je ne sais quoi. C'était un mouvement qui voulait faire dégager le système, le régime politique en place. Le dégager comment? En réécrivant une constitution. Il voulait, c'était des rêveurs. Mais il était engagé dans la lutte contre la pédocriminalité, la ZE, parce qu'ils avaient mis des espèces de cellules en place. Donc, si vous voulez, vous, être juste et honnête, ben, vous dites que Table 700, ben, c'est comme toutes les tentatives d'union, ah, ça n'a pas marché, mais vous n'avez pas le droit de dire des choses qui sont complètement contraires. Donc, ils vous ont ramené le gars de François, Xavier, dans cette vidéo, il vous parle de Xavier, il n'a jamais été dedans. Donc, il y a tout un tas de fantasmes autour de ça, et ça n'arrive 3 ans après. C'est-à-dire que pendant le mouvement où tout le monde voyait Table 700, parce qu'on rediffusait tous Table 700, la vidéo, une des vidéos que j'ai faites qui a fait plus d'1 million de vues, c'est celle de Pascal Dunord qui explique la fraude, que l'URSSAF n'existe pas, etc. Ça, c'était Table 700. On n'a jamais eu de problème à l'époque. Mais 3 ans plus tard, on a des rigolos, parce qu'il faut dire la vérité. Et je parle pas de loup divergent et tout. Je parlais surtout de Radical et compagnie, c'est-à-dire des mecs qui ont essayé de surfer sur ça pendant des mois. Ça n'a pas marché. Et puis là, maintenant, tiens, on voit des gens qui nous sortent ça. Bon, écoutez, moi, si vous voulez rester dans l'idiocratie totale, ben, continuez à croire que Table 700, c'était une espèce de c'était rien du tout. Voilà. Table 700 n'a produit aucune action militante. Elle n'a produit aucun papier ou aucun je ne sais quoi sur lequel vous pouvez vous baser, puisqu'on était à la construction d'eux. Et quand je suis parti, quelques temps plus tard, vous avez des gens qui vont se faire arrêter par la cellule antiterroriste et qui vont être pendant plus de 5 heures, ils vont être interrogés. Et vous avez de ces personnes-là, vous en avez 2 qui m'appellent et qui me disent, Abdel, on vient de sortir, on était dans les locaux antiterroristes et tout, parce qu'ils pensaient que Table 700 voulait créer une révolution armée. En fait, c'était ça le truc. Et vous savez ce qu'ils leur ont posé comme question? Ils ont été interrogés pendant 5 heures. Pendant plus de 3 heures et demie, qui est Abdel Zahiri? Où vous l'avez rencontré? Qu'est-ce que vous projetez de faire? C'est-à-dire que l'État m'attribuait, alors que j'étais parti moi, l'État m'attribuait à moi le commandement d'un mouvement qui prônerait un truc... Tu te dis, mais pourquoi ils font ça? Parce que c'est complètement débile. Et en fait, c'est là où vous allez voir plus tard que ça fait longtemps que l'État essaye de m'attribuer tout un tas de choses comme ça pour me dégager et pour faire de moi un exemple. Sauf que j'ai jamais été dans la violence et j'ai jamais été dans les prises de quelle que soit arme ou quoi que ce soit. Donc là, vous avez Table 700 qui est fini, on n'en parle plus. Elle n'existe plus en vérité. Vous avez des gens qui essayent de la faire maintenir, mais elle n'existe plus. Et puis, tout un tas de cassos qui sont en train de nous dire toute la journée, Table 700, les francs-maçons, les trucs, mais à un moment donné, on en rigole et on laisse passer parce qu'on ne peut plus revenir. Mais si vous voulez savoir l'explication de Table 700, c'est celle-là. Donc Table 700, soit Gérard ou soit n'importe qui, c'était des gens qu'on a voulu se mettre ensemble et essayer de calmer les choses. Moi, je suis parti pour cette raison-là, je ne mens pas. Sylvain était témoin. Voilà. On était chez Clément, dans la cuisine de Clément, un des militants, là, Gilet jaune. Il y avait Clément, il y avait une autre personne et moi j'ai dit, et de toute façon c'est clair, je n'irai pas dans un mouvement où il y a des francs-maçons, mais j'avais dit, je veux les voir d'abord, parce que je voulais savoir ce que ça veut dire, parce que dans la franc-maçonnerie, vous avez de tout. Vous avez tous ceux qui servent à rien, c'est-à-dire tous ceux qui se croient dans un rôle initiatique, mais qui servent en fait de faire valoir de toute une élite complètement satanique. Donc je voulais voir est-ce que c'était eux. Et vous avez l'élite satanique. Et là, l'élite satanique, c'est de la manipulation. Donc, j'ai pas pu avoir accès à eux. Je sais pas qui ils sont. Je sais pas s'ils sont rentrés ou ils sont pas rentrés. En tout cas, moi, je suis parti et j'ai fini Table 700 avec ça. Donc, moi, quand vous me dites Table 700, pour moi, c'était un mouvement extraordinaire. On a vécu de super moments avec des gens de toute la France. C'était génial, mais ça n'a eu aucune conséquence militante. C'est-à-dire, on n'a pas pu aller au bout du processus et lancer un mouvement démocratique, actif, etc. Jamais eu d'action Table 700. Voilà.
Donc ça, c'était le premier. Donc on va faire venir Jim. Salut Jim, tu es là? Ouais, je l'aurais mis en galère parce que j'ai fait un partage d'écran. Donc, t'as vu quand t'as... Ouais, je sais que tu vas galérer là, Eric. Alors attends, comment je peux te simplifier la tâche? Euh, je vais m'enlever de... Ouais, est-ce qu'il est là déjà, Jim? Je suis là. Ah, ça va, Jim? Comment tu vas? Et ça va. Ça va très bien. Ça va très bien. Je t'écoute parler là. Et, effectivement, alors merci d'abord Eric Montana. Merci beaucoup. On ne se connaît pas, mais merci. Et merci Abdel. Ouais, alors je vous ai relayé aussi sur mes réseaux. On est sur des lives sur ma chaîne aussi. Et Alors, sur... laisse-moi te présenter du coup, puisque toi, tu étais... Alors, Jim L'éveilleur, c'est vraiment quelqu'un que j'ai eu la chance de rencontrer, donc de voir dans la vraie vie simple, qui a eu la gentillesse de m'ouvrir sa porte. Et c'est quelqu'un qui est là depuis des années. Donc, ce n'est pas, c'est pas la personne qui débarque d'un coup sur les réseaux. Donc, lui, je vais lui demander aussi son avis un petit peu sur, au fond, qu'est-ce qu'il pense de tout ce sabotage un petit peu du discours de résistance, c'est-à-dire que beaucoup de résistants se retrouvent dans des sources incroyables, se retrouvent attaqués par beaucoup de gens, et notamment par des gens des fois que l'on connaît même pas. Et puis après, on ira un peu plus loin dans la discussion avec lui s'il veut bien. Donc Jim, si tu veux bien, et je salue d'abord tout ton monde parce que Jim, c'est quelqu'un qui brasse énormément de monde. C'est plusieurs milliers de personnes en live quand il fait des lives, donc c'est pas n'importe quoi. Et c'est quelqu'un qui a aussi la maturité et la compréhension de ce qui se passe. Et donc, c'est un plaisir de le recevoir. Et Eric, que vous connaissez très bien. Salut mon Eric, comment tu vas? Bienvenue Jim, je vais bien. Bien, merci beaucoup. Je fais juste une parenthèse. Moi, je suis trop vieux pour accorder de l'importance aux calomnies, aux ragots, à tout ce qui se raconte sur les réseaux. Moi, je dis toujours les chiens aboient, mais l'essentiel, c'est que la caravane passe. Par contre, évidemment, je suis toujours très embêté lorsqu'on met en cause des gens qui me sont proches, qui travaillent sur TBADP ou qui ne travaillent pas sur TBADP et pour qui j'ai de l'estime. Je me souviens d'une campagne de calomnie qui était tombée sur Richard Boutry il y a 4 ans, je crois, où on me demandait à moi de prendre position contre Richard et de dire oui, y a que toi qui dis rien contre Richard. Moi, je n'avais rien à reprocher à Richard Boutry, qui a toujours fait preuve d'une grande transparence à mon égard. Richard a eu la gentillesse de me témoigner sa confiance en détaillant sa situation bancaire. Donc, ceux qui disaient que Richard Boutry nageait dans un océan de millions d'euros étaient des calomniateurs, des gens qui racontaient des conneries. Il m'a fallu un peu de temps pour dire aux gens, écoutez, si vous avez des choses à lui reprocher, soyez gentils, comportez-vous en adulte, asseyez-vous à une table, dites-lui ce que vous lui reprochez, posez-lui les questions que vous souhaitez lui poser et laissez-le s'expliquer et se défendre. Alors toi, Abdel, on te reproche d'avoir dit, et évidemment, les gens n'ont pas toujours la subtilité pour comprendre. Ils n'ont pas compris que c'était une provocation, que c'était ironique, que c'était sarcastique quand tu as dit « mais oui, je suis franc-maçon et je mange même des enfants à la fin du repas ». Ils ont vraiment cru que tu étais franc-maçon. Et puis quand tu es tombé sur ce type qui était anti-religieux et qui t'a dit, qui t'a questionné sur le Coran, je crois, j'ai pas vu la séquence jusqu'au bout, parce que tout ça me fait rire, en me disant mais alors donc tu es d'accord pour que le Coran dise que on peut avoir des relations sexuelles avec un enfant, etc. Et toi, tu as répondu par une boutade, bah oui, bon. Et le type l'a pris vraiment au premier degré. Donc, encore aujourd'hui, je le vois dans les commentaires, les gens disent, il y en a un qui est un fidèle de TVADP, qui s'appelle les 7 terres hexagonales, quelque chose comme ça, qui dit, mais il l'a dit lui-même qu'il était franc-maçon.
il a pas rajouté, il a dit lui-même qu'il mangeait des gosses au dessert. Bon, ben, lui, il prend au premier degré ce que tu as dit. Il est persuadé que tu as avoué être un franc-maçon. Alors, justement, j'ai préparé dans la suite, vous allez voir, en fait, je prépare et j'explique en fait le contexte. Mais ce qu'il dit, c'est vrai, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a affaire à des gens de mauvaise foi, par exemple, il ne vous dit pas qu'on était chez un gars qui, pendant plus d'un mois, était en train de dire qu'on était des voleurs, des francs-maçons et tout un tas d'autres saloperies comme ça. Et pendant un mois, en fait, je vais aller chez lui, je vais dire, mais n'importe quoi, arrête de raconter n'importe quoi. Je vais lui expliquer tout un tas, je vais lui montrer tout un tas de vidéos que je vais vous montrer à la fin. Et vous allez voir que c'était pas du tout ça. Et en fait, il voulait rien comprendre. Et au bout d'un moment, je leur dis, ouais, bon, c'est quoi, allez, c'est bon, je vous dis la vérité, je suis franc-maçon. Ouais, j'en ai rien à foutre de la Palestine, je me tape plein de gonzesses et je mange des bébés. Voilà. Donc, ça, c'était le premier prank que j'ai fait. Et on s'est régalé. Pourquoi? Parce que dès le lendemain, ils ont diffusé partout. C'est bon, Abdel a dit qu'il était franc-maçon et tout. Donc, du coup, moi, j'ai rigolé et tout. Et on a bien rigolé, nous, avec les amis, comme ça. Mais, en tout cas, tous ceux qui étaient sur TikTok, puisqu'on avait affaire à cette propagande anti-Abdel sur TikTok de la part de Tu peux diffuser parce que cette terre insiste lourdement en disant que je calomnie. Donc, non, tu je peux vais lui montrer, là, diffuser la vidéo où tu dis que tu es franc-maçon. Alors, la vidéo que je suis franc-maçon, tu vas me laisser 2 minutes, je vais te la trouver. Moi, j'ai la vidéo où je dis, par exemple, celle-là, là. Vous allez voir. Voilà, celle-là. Dans une société islamique, tout ce que Dieu dit, c'est très bien. Voilà. Donc, marier un nourrisson. Tout, marier quelqu'un qui n'est pas né. Si Dieu, il a dit, marie quelqu'un qui n'est pas né. Donc là, déjà, quelqu'un qui réfléchit 2 secondes, il voit dans une société, n'importe quel croyant, allez voir n'importe quel croyant, ce que Dieu va dire, est-ce que tu remets en cause ce que Dieu dit? Si le mec qui te dit je remets en cause Dieu, c'est qu'il a rien de croyant, lui. Je sais pas, Jim, un croyant qui dit là, Dieu, il décolle, c'est un croyant, ça? Donc ça, c'est n'importe quoi. Donc je suis face à un mec qui s'appelle Ali Babal. Donc je vous avais préparé aussi dans le projet. Donc qui est ce gars Ali Babal? Faut savoir qui sont ces gars-là. Ce sont des gens qui font des lives toute la journée pour s'attaquer à l'islam, aux musulmans. Toute la journée. Et donc je vous ai préparé son site que vous pourrez aller voir vous-même. Comme ça, vous n'allez pas dire que ce n'est pas vrai. Et dans son site, alors, dans son site, qui est là. Donc, j'ai suivi le loup. Donc, dans son site, vous allez voir, ils sont toute une équipe. Oui, il faut prendre une forêt, on met des loups, on se fait violer, on nique tous ensemble. Je vais pas. Donc, ça, c'est le fameux loup divergent qui a fait des vidéos contre nous. Je vous montrerai après qu'il y a aussi des gens qui ont fait des vidéos encore plus graves que moi. Mais revenons à ce que je vous disais. Donc là, vous avez toute une équipe. Ali Babal, Cassius Ledi et tout un tas d'autres gens que ce qu'on appelle les apostats. Donc, ce sont des gens qui font des lives toute la journée pour s'attaquer à l'islam. Toute la journée. Je vous montre un exemple dans cette vidéo-là. Qu'est-ce que tu penses de elle, habillée comme donc, ça? elle met un foulard, d'accord, avec la poitrine bien ouverte. Elle met un foulard, une jupe, et elle va dans la rue et elle fait tout un tas de ce qu'on appelle des micro-trottoirs. En France? Ouais, en France. Donc elle va et elle n'arrête pas de dénigrer sur son truc la religion musulmane toute la journée. La religion musulmane et ça, et elle n'est pas toute seule. Vous avez une autre personne à côté qui est elle aussi apostat, qui s'appelle Adelaxia et qui passe sa journée à faire ça. Et ça prendrait des heures. Alors là, ça m'intéresse. Donc moi, je suis face à ces gens-là. Et moi, quand je suis face à ces gens-là, j'ai bien compris le ridicule de ces gens-là. Donc ils sont anti-chrétiens, ils sont anti tout ce que vous voulez. Anti-chrétiens, anti-musulmans, anti-religieux, et ils passent leur journée à dire aux Français, attention, les religions, l'islam, la chrétienté et tout, ils veulent vous pragmatiser, donc ils appellent ça pragmatiser, ça veut dire ils veulent vous tuer, ils veulent vous exterminer, ils veulent marier vos enfants, il y a tout ça. Donc moi, quand je suis face à eux, qu'est-ce que je fais, notamment à lui? Au bout d'un moment, puisque ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre dans des lives, au bout d'un moment, il me dit, tout ce que Dieu il dit est vrai, je le maintiens fort. Tout ce que Dieu dit pour notre communauté, aucun musulman ne le remet en cause. Donc là, maintenant, il parlait des mariages de jeunes. Et là, il essaye de faire croire que c'est un truc propre à la religion. Sauf que si je demande aux personnes, quand est-ce que, à la Révolution française, donc la Révolution française, c'est en 1782, quel était l'âge du mariage pendant la Révolution française? Est-ce que quelqu'un ici peut me répondre?
quel était l'âge? Je crois que c'était 13 ans, mais je suis pas sûr. Exactement, en septembre, c'est passé à 13 ans, mais c'était 12 ans. Bon, ben. C'est-à-dire l'âge était 12 ans. Nous sommes au 18e siècle, l'islam c'est au 7e siècle. C'est-à-dire que 11 siècles plus tard, 6 ans d'écart. 9 ans, le prophète Isa Salem, donc il va se marier à 9 ans. La Révolution française, c'est 12 ans. C'est même pas, c'est 4 ans plus tard. 11 siècles qui sont passés. Donc en fait, on me demande à moi de parler d'une époque dans laquelle je n'y suis pas et surtout d'un contexte dans lequel on mariait des jeunes garçons et des jeunes filles très tôt. Et ça va être tout un cheminement qui va se faire entre le 7e siècle et nos jours. Et donc, on a des abrutis qui, toute la journée, viennent dire que les musulmans marient, en fait, leurs gosses, etc. Mais ce qui n'est pas du tout vrai. Aucun musulman ne veut marier ses enfants. Aucun musulman n'est pour que des gosses se marient avec des adultes. C'est d'ailleurs le cas dans les pays arabes. Au Maroc, c'est 18 ans. En Algérie, c'est 19 ans. En Arabie Saoudite, c'est 18 ans. Et dans beaucoup de pays, si tu vas au plus bas, 14 ans, je ne sais pas dans quel pays, sinon c'est 15-16 ans. La majorité en France sexuelle, c'est 15 ans. L'OMS a voulu la descendre à 13 ans. Le roi de France est marié avec 14 ans. Donc, quand ils viennent nous parler à chaque fois de ça, au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? On fait que de l'autodérision avec eux. C'est-à-dire qu'en gros, on t'emmerde, pour te parler franco, puisque tu viens à chaque fois me gonfler au 7e siècle, alors que au moment où je te parle, il y a de l'inceste dans les familles françaises, à gogo. Au moment où je te parle, tu as toute une élite pédo. Au moment où je te parle, il y a 50 États. Dans les 50 États américains, il y en a 43 qui marient des mineurs. 43 sur 50. Dans les 43, tu en as une dizaine qui marient des enfants de moins de 10 ans. Donc ces gens-là qui nous font croire qu'ils luttent contre la pédo en s'attaquant à l'islam, moi je les ai confrontés, je leur ai dit ok. Donc j'ai été face à Jack le Fou, leur plus grand. Jack le Fou, donc tu es contre la pédo, oui. Explique-moi c'est quoi Epstein. Il me dit c'est quoi Epstein? Ah, il n'y a pas une élite qui se tape des gosses? Il me dit ah non. Il n'est pas au courant. Il n'est pas au courant qu'il y a une élite qui se tape des gosses dans la société sans Dieu. Dans le monde où il n'y a pas Dieu, il n'est pas au courant de ça. Donc, qu'est-ce qu'on a fait au bout d'un moment? Eh bien, au bout d'un moment, on a compris que ces gens-là n'étaient pas du tout pour la lutte contre la pédo, puisqu'ils n'y connaissent rien. Et eux, tous de leurs propres paroles, disent on n'a jamais fait de mouvement. Ils ne sont pas pour les femmes, le droit des femmes, c'est connerie. Quand je leur ai demandé est-ce que vous luttez pour une association féministe, etc., ils ont tous dit non. Donc, au final, nous avons tout un tas de bouffons qui gagnent de l'argent parce qu'ils gagnent énormément d'argent et c'est ça en fait le nerf de la guerre. C'est que tous ces gens-là font des vidéos, qui font des vues, qui ensuite gagnent de l'argent et c'est sur ça que se joue. Donc vous avez à la fois Ali Babal et vous avez à la fois tous ces gens-là. Donc moi, au bout d'un moment, eh ben, quand je suis face à eux, je n'ai que du mépris. Donc quand je suis face à lui, je dis oui, on peut marier des gosses, même s'ils sont pas nés. C'est-à-dire il n'est pas né, je le marie. Oui, on peut tout faire. On peut tout faire. Et c'est une manière, en fait, de dire qu'avec ces gens-là, il y aura plus d'échanges et de débats constructifs. Donc, je les prends toujours sous un angle des idiots qu'ils sont, puisque petit à petit, ce qu'ils amènent, en fait, c'est la haine entre les non-croyants. C'est ce qu'on appelle du second degré, mais tu constates qu'il y a des gens qui comprennent pas le second degré. Oui, c'est vrai. Ben oui, c'est vrai, mais après on fait des explications pour ceux qui demandent. Mais par contre, moi je ne connais personne, et moi encore le premier, puisque moi dans mon parcours, une des raisons pour laquelle on m'a viré, c'est que je dénonce, c'est leur propos, dénonce, ça c'est le ministère de l'État, donc c'est Darmanin, c'est pas les clandos de réseau, dénonce la pédocriminalité d'élite, voilà, dénonce la pédocriminalité d'élite. Bon, j'aimerais bien que tu accordes la parole à Jim. Oui, j'allais lui tourner justement. Et je veux juste dire une dernière chose, après je vous laisse dérouler l'émission tranquillement. Moi, je l'ai vu, le dossier de 300 pages d'Abdel, parce qu'il a eu la gentillesse de me le communiquer. En tout cas, il me fait suffisamment confiance pour me le confier. J'ai lu tout ce qui est reproché à Abdel, et je pense que si d'autres membres de la résistance avaient un casier judiciaire aussi chargé, ils seraient des héros dans la résistance. Alors bon, j'ai souhaité qu'Abdel puisse faire face et s'exprimer par rapport à ses détracteurs et ses calomniateurs, je vous le répète, et après je m'en vais,
À mon âge, je n'accorde personnellement aucune importance aux calomniateurs. Je le dis toujours, la critique ne m'atteint que si elle provient de gens que j'estime et que je respecte. Je ne peux pas rendre les cons intelligents et je n'ai pas le temps. Très bien dit. Jim, là-dessus. Alors, Jim connaît bien aussi Lou, il connaît Radical, il connaît tous ces gens-là parce on est tous plus ou moins attaqués. Alors, moi, sur Lou, je mets une parenthèse parce que j'ai pas quelque chose vraiment à lui reprocher. Je sais pas pourquoi il fait ses vidéos en ce moment sur nous et surtout pourquoi il raconte autant de bêtises parce que il fait un peu le même style que nous, c'est-à-dire il dénonce un système, etc., etc. Donc, moi, j'avais plutôt de la sympathie pour lui. Jim, donc tous ces gens qui nous attaquent sont les mêmes, un peu radicaux, les apostats, les trucs comme ça. Qu'est-ce que tu pourrais dire, toi, avec ton expérience? C'est des sous-merdes. Parce que j'ai pas envie de dire des choses méchantes, donc je vais dire que c'est juste des sous-merdes. Oh, c'est gentil, hein. Parce que si je commence à être méchant, après on va me dire ouais, Jim il est méchant, il insulte et tout. Non, c'est juste des sous-merdes. C'est-à-dire c'est des gens qui n'ont pas le courage de se montrer déjà à visage découvert. Puisque Radical, personne ne sait à quoi il ressemble. Je sais que c'est un petit Chinois qui est plus large que haut et qui a un micro-pénis puisqu'il a des plaintes pour avoir trifouillé les anus de ses victimes. Et parce que, évidemment, avec son micro-pénis, il n'arrive pas à faire de dégâts. Donc, ça, c'est Radical avec des plaintes au cul, donc pour mœurs débridées. Et de l'autre côté, on a Lou Divergent que j'ai croisé au bal des Quenelles, qui était sympathique. Je lui ai rendu hommage sur scène parce que Dieudo m'avait invité à monter sur scène pour rendre hommage à notre ami Stéphane Blais. J'ai fait lever tout le monde en disant faites une standing ovation aux alerteurs qui risquent leur vie à visage découvert. Et en fait, j'ai dit il y a Lou Divergent, il y a Chloé Framery, il y avait Maximus, enfin bref, j'ai un rendu hommage. Il y avait Pierre Jovanovic qui est venu chercher sa quenelle. Tout le monde s'est levé. Et Lou, derrière, quelques mois plus tard, a osé dire « J'avais dit à Jim de ne pas dire que j'étais là, il est monté sur la scène, il a dit que j'étais dans le public, machin. » Mec, personne ne sait à quoi tu ressembles, tu as une tête de loup. Je veux dire, qu'est-ce que ça peut foutre que je te présente quand tu n'as pas vu en caméra? Tu vois, je te rends hommage. C'est la façon dont lui me remercie, c'est de dire « Jim m'a trahi ». Mais c'est quoi ces gens, quoi? Je veux dire, après, derrière, la moindre occasion d'aller relayer des trucs de Panamza, on peut en parler 2 secondes, sur ta gueule à toi, Abdel, sur ma gueule à moi, Panamza qui a fait une capsule sur son compte YouTube. Vous allez jeter Panamza, il y a une capsule sur Jim Leveilleur. Il explique que je suis un agent sioniste. Non mais le mec, je passe mes jours, mes semaines, mes années depuis que le conflit a démarré là-bas pour dénoncer les atrocités du régime sioniste. Hein, je donne mon soutien à la Palestine d'ailleurs. Tiens. Merde. Je donne mon soutien aux Palestiniens. Tiens, voilà. Tu vois. Tous les jours. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de traiter le Panamza tu vois, d'agent sioniste, que j'aurais que des amis sionistes. Sérieusement, quoi? Non, mais attends. Et Lou Divergent ne trouverait le plus intelligent que d'aller relayer les dossiers Panamza sur il y a Morad El Hattab qui a été attaqué par Panamza, il y a Soral qui a dénoncé aussi l'arnaque Panamza, et puis il y a toi. Donc moi, je suis scandalisé, en fait, que des mecs qui ne se montrent pas à visage découvert puissent attaquer des gens de ton acabit, Abdel. Parce que moi, je te défends parce que tu es venu chez moi, je te connais, je sais qui tu es. Mis à part la ligne de coke que tu t'es fait sur ma table et les 2 gamines de 9 ans que tu as ramenées dans ton pieu, j'ai rien à te reprocher. Non, mais je peux dire, je rigole. Non, le seul truc qui m'a fait peur chez Abdel quand il est venu à la maison, c'est sa coupe de cheveux le matin. Mes amis, je vous assure. Ne se fait pas. Abdel, quand il se lève le matin, voilà. C'est radicalisé, ouais. Je suis jaloux. Voilà, fatalement, en tant que chauve pathologique, tu vois. Donc, mais voilà, pour moi, Abdel, je ne te fais pas tirer les pompes, mais pour moi, tu fais partie des héros. Tu vois, c'est comme Dieudo, et même Soral, des gens qui ont été tellement poursuivis par le système qu'aujourd'hui, ils ont tous les deux, je crois, un bracelet électronique à la cheville, même si Dieudo vient de remporter une victoire, je crois, aujourd'hui, juridique. Ils ont tous les deux un bracelet à la cheville, et toi, tu as été carrément expulsé, coupé de ta famille. Je trouve monstrueux qu'on s'en prenne à des gens comme vous. Voilà, monstrueux. Parce que moi, je ne me suis pas impliqué sur le terrain en France comme vous l'avez fait. Je ne me mets pas dans votre catégorie. Moi, je suis un alerteur, je gueule, mais je ne viens pas sur le terrain. Parce que je considère que c'est foutu depuis longtemps. Donc, alors, bon. Mais pour moi, vous êtes des héros. Voilà. Alors, allez s'en prendre à vous avec un masque ou avec un micro-pénis.
Je trouve ça absolument sidérant. Ces gens-là sont des sous-merdes. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Voilà. On a dit qu'on parlait plus l'un de l'autre avec Lou, mais moi, je suis désolé. Ce mec me dégoûte. Il a continué à faire des lives à baver sur nous. Ce mec me débecte parce qu'au lieu d'aller faire comme vous avez fait, et comme moi je fais aussi, c'est-à-dire d'aller dénoncer ce qui se passe là-haut, la loi, tiens, on va en parler 2 secondes, de la loi de programmation militaire, elle a été votée en août 2023. Ça fait 1 an et demi que je dis à tout le monde, je vous rappelle quand même qu'il y a une loi qui a été votée où ils vont vous envoyer au front. Parce que quand ils votent des lois comme ça, c'est toujours pour quelque chose derrière. Allez piquer dans votre épargne, parce que c'est prévu dans la loi de mobilisation, de programmation militaire, d'accord ? S'ils votent une loi comme ça, c'est qu'ils prévoient de vous piquer votre épargne et de vous envoyer au front éventuellement pour couvrir les. Tu vois. Aujourd'hui, tout le monde m'envoie le truc. T'as vu, Jim, il y a une loi qui a été votée, même Idriss Aberkan en a fait une. Mais ça fait 1 an et demi que je vous le dis, les mecs. Oh, donc, nous, on vous explique les choses depuis longtemps, on les voit très bien. Abdel a risqué beaucoup sur le terrain. Aujourd'hui, il est séparé de sa famille. Moi, je sais que c'est pas marrant du tout pour lui. Comment est-ce qu'on peut s'en prendre à des gens comme ça? Moi, je ne comprends pas. Aujourd'hui, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que d'aller dénoncer si Abdel a fait partie de la table des 700 ou s'il a été en maçonnerie. Mais qu'est-ce qu'on en a à branler, sans déconner? Il n'y a pas Surtout que des mots. on a eu un ami commun qui était Stéphane Blé. Enfin, nous, on l'a énormément relayé. Enfin, je veux dire, Stéphane Blé, pour moi, c'était un héros. C'est le mec qui est pianiste international, qui pourrait gagner des sous. Il atteint le 33e degré. Il pourrait se gaver. Mais ce mec-là, il est croyant. Quand on lui a dit de renier la Bible et de renier la Constitution, qu'est-ce qu'il a fait, lui? Ben, il a fait un livre en disant l'effroyable vérité. Il a dénoncé. Et nous, on n'a pas arrêté de le supporter, de lui donner la parole et d'être face à lui. D'ailleurs, dans mon dossier, moi, on me fait payer ça. On me fait payer de donner la parole à des gens qu'ils ne veulent plus entendre. Ben, tu vois, ces gens-là aussi sont attaqués. C'est-à-dire, même un Stéphane Blé se retrouve attaqué alors que le mec, je veux dire, c'est fort quand même ce qu'il a fait. Stéphane, c'est le héros absolu qui a carrément sacrifié sa carrière internationale pour dénoncer la haute maçonnerie. Encore une fois, c'est lui qui insistait bien là-dessus quand je parlais avec lui. C'est la haute maçonnerie qui est responsable. C'est pas la 95% des maçons et des francs-macs qui ont rien à voir là-dedans. Et c'est pour ça que moi j'ai toujours fait la distinction. J'ai dit attendez les mecs, si vous êtes en franc-maçonnerie, dans laquelle? Voilà, on va pas faire un débat là-dessus, mais il y a que le rite écossais ancien et accepté, c'est Stéphane qui m'a appris ça, il y a que le rite écossais ancien et accepté, dans lequel trempent le Grand Orient et la Grande Loge nationale de France, qui font partie des affaires politiques en fait de la France. Donc, si vous voulez, la République française, elle a des réseaux, et les réseaux, c'est le Bénébérite, c'est-à-dire la Grande Loge juive, dans laquelle trempent BHL et Attali, et puis derrière les sbires que sont le Grand Orient, voilà, la GLNF, mais le Grand Orient, tu vas retrouver Flamby, tu vas retrouver toutes ces merdes, quoi, voilà, parce que c'est des merdes, faut le dire aussi. Voilà. Alors justement, je voulais te montrer quelques vidéos et puis échanger avec toi pour voir un peu, bon, comment est-ce qu'on peut contrecarrer tout ça? Bah, tout simplement montrant qui on était, ce qu'on a dit. Donc sur Jim, vous pouvez retrouver toutes ces vidéos. Vous allez voir vous-même si c'est un agent secret ou un agent qui travaille pour l'État français. Et puis vous allez m'expliquer quel autre agent travaillant pour une organisation se met à la pourrir, en tout cas, ou à démontrer ces mensonges pendant des années. Donc là, c'est LCI. LCI, donc moi, je serais donc un gars... Avec notre éditorialiste Daniel sioniste. Cohn-Bendit. Merci d'être avec nous, Dani. Parlons maintenant d'une information qui concerne un gilet jaune, le gilet jaune Abdel Zahiri, qui s'était fait connaître sur les réseaux sociaux en qualifiant Simone Veil de pourriture sioniste, pro-tueuse d'embryons humains, et en témoignant son respect pour le négationniste Forisson. Eh bien, il est sorti de prison. Et figurez-vous qu'une centaine de gilets jaunes l'attendaient et lui ont fait une aide d'honneur. Écoutez, c'est... Ah voilà, vous avez le mec qui disait que se faire déshabiller par des gosses, c'était génial. C'est lui qui va m'expliquer un petit peu ce qu'est une pourriture. Lui, c'est le François radical des riches, lui. Le radical des riches. Je vais vous parler justement de Radical, parce que je vais vous montrer un peu ce qu'il dit et tout. Vous allez voir de vous-même, hein. Comme ça, vous allez voir un peu le facho qui sont cachés derrière ces gens-là, qui font croire qu'ils alertent la dissidence. Mais moi, j'avais eu Caroline Fourez, donc Cohn-Bendit, etc. J'ai été dans le mouvement des Gilets jaunes, je suis allé en prison. À ma sortie, j'ai été soutenu par des centaines de Gilets jaunes. J'ai été moi, je me suis toujours senti investi un petit peu de lutter
et notamment pour la France, puisque moi, je connais rien au Maroc, je connaissais rien aux pays arabes, je connais rien aux pays du Maghreb. Moi, j'ai grandi dans un pays dans lequel j'ai milité dedans. Donc, j'ai été viré pour ça, et vous verrez les notes de la DGSI de mon dossier. Je vais vous en montrer quelques-unes, juste pour que vous voyez anti-républicain, anti-franc-maçon, antisémite, donc toute la clique. Donc tout ce qui va à l'encontre. Et dans le cas de Jim, c'est pareil. J'ai entendu de tout, lui. L'escroquerie, le machin, tu entends de tout. Ah bah ça continue. Oui, mais ça va continuer tout le temps. C'est-à-dire que moi, je serai éternellement quelqu'un. Ils disent Abdel le pédo. Maintenant, je suis un pédophile, tu vois. Alors que moi. Ouais. Non, mais là, si tu veux, le problème, c'est pour ça qu'alors, à la fois, d'un côté, tu fais comme Eric Montana, tu dis, comme toi aussi, hein, d'ailleurs, tu m'as souvent dit, laisse parler, on s'en fout, c'est de la calomnie, ça ne nous atteint pas. Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, une calomnie, ça fait le tour. Et que tout le monde, ça te fait une réputation, une calomnie. Ça te fait une réputation. Et je suis désolé, pour moi, et il y a des lois quand même, hein, il y a des lois en France, anti-diffamation, anti-calomnie, ça existe, hein, ça se condamne, ça veut bien dire que c'est un délit. Et donc, je suis désolé, les gens qui font des calomnies et des diffamations devraient, pour moi, être devant les tribunaux, hein, parce que ça se démontre. Le problème, c'est que moi, ils m'ont viré, donc c'est plus compliqué, mais c'est vrai qu'ils devraient être dessus. Donc, on avait ça, et puis je vais vous montrer le fameux radical. Alors, pourquoi est-ce qu'on va en arriver à ce gars-là, ce radical? En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que dans toute la critique, ces gens, bon, je vous ai montré les apostats, bon, eux, c'est vraiment des bouffons. Lou Divergent, il est pas cool. Pourquoi? Parce que, par exemple, Lou Divergent a fait une vidéo sur nous. Mais il y avait une fille qui est venue témoigner contre Lou Divergent. Écoutez ce qu'elle dit, cette dame. Je ne savais pas, le loup, tatati, tatata. Oui, il faut prendre une forêt, on met des loups, on se fait violer, on nique tous ensemble. J'ai pas compris ce mec. À un moment, je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, je suis une femme toute seule, j'ai mon pavillon en Seine-et-Marne. Voilà. Il me dit, ah, tu vends ta maison, tu prends l'argent. Je dis, attends, qu'est-ce qu'il me raconte, ce mec? Et il m'appelait tous les jours. Quel honte. Donc, cette dame que je ne connais pas et à qui je ne donne pas du crédit, puisque je ne connais pas, je peux pas vérifier, elle est venue dire que Lou, quand il a appris, il vit dans les bois, dans une voiture, je sais pas quoi, bon, après tout, il fait ce qu'il veut, et peut-être que c'est lui qui vit le mieux de tous, mais elle dit, ce gars-là, quand il a su que j'avais des biens, un truc, il voulait que je vienne dans une forêt, qu'on couche tous ensemble et qu'on fait, et il voulait lui prendre son argent. Elle est montée témoigner. Et moi, c'est pas parce qu'il y a quelqu'un qui monte et qui témoigne que nous, on va croire du premier coup et qu'on va s'arrêter sur truc. Mais ce que Lou Divergent a fait sur nous, c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'on aurait pu nous faire ce qu'il a fait, mais avec des preuves, c'est-à-dire des gens qui viennent témoigner contre lui, qui sont pas d'ailleurs des preuves, mais en tout cas avec des témoignages. Or, moi, j'étais dans Table 700. Ouais, alors, c'est pas un crime, j'ai voulu faire. Jim, il a mis des projets en place, il a fait des trucs. Il y a des péripéties qui arrivent dans mon histoire. Ben oui, mais c'est pas pour ça qu'on doit nous cataloguer ou qu'on doit nous faire des images qu'il n'y a pas. Donc là, on a vu ce que Lou a fait, c'est pas propre. Mais voilà, j'en dis pas plus. C'est son truc. Par contre, s'il veut un jour être face à moi et répondre de tout ça, moi, je suis OK pour aller sur son émission et pour le confronter sur ses paroles. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Il aurait dû commencer par ça, je pense. Tu vois, il aurait dû m'appeler. Bah oui. Voilà. Et en gros, le gros problème que j'ai eu avec Lou Divergent, c'est que quand parce que je l'ai reçu dans une émission, il m'a fait ma promotion. Il m'a dit, il est bien ce mec-là. Et il avait raison, j'étais un mec bien, qu'est-ce qu'il raconte lui. Mais un jour, je suis allé voir Jim Léveilleur. Et j'ai fait un live avec Jim Léveilleur. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que je ne devais pas faire avec Jim Léveilleur. Et je dis bon. Et en fait, il m'a fait comprendre que Jim Léveilleur, c'était un gars infréquentable. Moi, évidemment, moi, je fréquente tout le monde. Hein. Moi, j'arrive, je fais des émissions. Donc, quand j'ai fait ça, hop, il a disparu de mon entourage. Jusqu'à maintenant, il apparaît et puis il m'invente une vie comme Mourad El Hattab, pêcheur Mourad El Hattab. Je veux dire, je connais pas quelqu'un comme Mourad El Hattab au moment où je vous parle. Je connais pas un mec qui sort des noms de procureurs, des noms de juges, des noms d'avocats sur la pédo comme Mourad El Hattab. J'en connais pas un en France. Voilà. Donc, moi, je l'ai reçu Mourad El Hattab sur ma chaîne, hein, il est très bien. Hein. Mais moi, je t'explique 2 secondes sur Lou. Et c'est ce que je lui ai d'ailleurs reproché, puis à partir de là, on arrête de se parler parce que j'ai plus rien à lui dire. C'est qu'il faut pas qu'il se prenne pour quelqu'un qui a le droit de distribuer les bons et les mauvais points. Hein. C'est pas notre patron. Hein. Il est quelqu'un qui se montre pas, il fait un travail, ok, très bien, qu'il le continue et qu'il nous oublie. Hein. Voilà. S'il veut vraiment se sentir intéressant et surtout utile,
Il faut qu'il continue d'avoir le courage de dénoncer le sionisme qui est omniprésent partout, comme toi tu as fait et comme beaucoup ont fait, et qu'il arrête de faire chier les gens qui eux-mêmes dénoncent les mêmes choses à visage découvert en prenant des risques comme tu fais et comme d'autres font. Et lui ne fait pas, parce que lui se planque. Voilà, ça suffit, quoi, ça s'arrête là maintenant, stop. Il n'est pas à distribuer. C'est pas cool parce que Mourad El Hattab fait quelque chose qu'aucun de nous ne fait. Et je parle dans la dissidence entière. C'est-à-dire donner des noms de procureurs pédos, des noms de juges pédos, attaquer Darmanin, attaquer tout ce système-là. Moi aussi, il y a d'autres personnes qui le font, mais allez-y, nous, on veut des courageux. Lui, il le fait tous les jours sur son réseau Twitter. Vous allez sur Twitter, Mourad El Hattab, vous ne voyez que ça tous les jours. Pourquoi? Parce que lui, il a des enfants à qui on a créé des faux passeports pour aller à l'étranger. Lui, il était avec une femme qui s'est retrouvée sur des réseaux porno et qui faisait l'amour devant 3 personnes de la DGSI devant ses enfants. Donc lui, on lui a inventé des faux procès-verbaux. Il a dénoncé tout ça, il est dans un combat. Ben, ce gars-là, c'est un bac plus 10. Ce mec-là, c'est un mec qui côtoyait la haute élite, diplômé des arts et des lettres, diplômé de Croix de Rothschild. C'est un mec qui a côtoyé tout ce réseau-là, le réseau maçon, il les a tous côtoyés. Il aurait pu être avec eux, rester avec eux, faire tout son truc avec eux. Et ce mec-là, en fait, il n'est pas du tout avec eux. Et donc, un jour, vous avez une femme juive qui va se faire tuer et Mourad El Hattab qui prend la parole pour dénoncer le crime odieux. Mais comme c'était un crime sur une personne juive, vous avez bien vu, là, vous aviez tout le monde, tout le bordel qui était là, notamment les BHL, Attali, tout le bordel. Et dans les prises de position pour aller dénoncer ce qui s'est passé, il y avait BHL devant. Et il lui attribue que c'est le pote à BHL, alors que Mourad déteste BHL. Il a écrit même dans un livre. Donc ce mec-là qui était bac plus 10, qui était en haut, et qui va mener des combats et qui ne va pas suivre toute cette élite, etc., on lui reproche, ou en tout cas on fait l'amalgame, on lui explique pas qui il est. On le voit sur une vidéo avec BHL. Mais oui, parce que lui, il est venu dénoncer un crime. Il est surtout venu pour pas qu'on se dise que les musulmans cautionnent le fait que l'on tue une femme parce qu'elle est juive. Donc c'est ça en fait qu'il était parti faire. Et il a expliqué, je l'ai interviewé là-dessus, il m'a expliqué qu'il a reçu des prix de Rothschild. Le mec, il aurait pu vraiment être bien. Et c'est un des écrivains que nous avons, notamment en politique, etc., en géopolitique, est très très doué. Et vous savez, un mec comme Lou et d'autres, ils viennent et ils parlent comme si c'était une merde. Mais vous lui arrivez même pas à la cheville, même pas à l'orteil. Donc moi, je comprends pas, moi. Vous allez dézinguer des gens qui donnent des noms de procureurs et tout ça. Mais ça va pas. Et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose qui va pas. Donc je vous invite, mesdames et messieurs, Mourad El Hattab, vous allez voir son réseau X. Il attaque Darmanin en permanence, Rotalio et tout un tas de choses. Donc c'est quand même profondément dégueulasse. Alors ensuite, ils ont essayé de nous faire croire Panamza, etc. Mais la vérité de la vérité, c'est qu'on va arriver sur une personne. Alors là, il s'appelle François Radical. Parce qu'au fond, Jim, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils utilisent toujours la cochonnerie de Radical. En fait, toute leur live est basée sur les propos de Radical. C'est-à-dire, c'est lui qui fait des propos. Alors, ce Radical, pour que vous le sachiez, je vous l'ai montré, c'est quelqu'un que j'ai confronté. Mais alors, imaginez, pour vous dire tellement c'est des tarés, donc Jim vous a déjà dit les procédures judiciaires qu'il a, etc. Mais ils font des 12 heures de live. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il fait un live, lui, ça dure 12 heures. 8, 12 heures. Et moi, je suis allé plein de fois. C'est-à-dire, j'ai fait plein d'apparitions sur leur live, puis ensuite sur plein d'autres lives. Et à chaque fois que j'étais face à lui, je l'ai humilié. Pourquoi? Parce que quand il disait, je suis un escroc, je dis, ben, sors-moi le nom d'une victime. Il n'y en a pas. Et il t'invente des victimes. Il t'invente des victimes, il te sort des... Mais à chaque fois, ridiculisé. Et à chaque fois, il crée des vidéos qui sont facilement démontables. Abdel s'est échappé, a pris une cagnotte, il est parti au Portugal. Ben non, j'étais parti une semaine avec mes enfants au Portugal, Jim. Je suis parti une semaine, la veille, le premier jour où je suis parti au Portugal, fuite vers le Portugal avec la cagnotte. Quelle cagnotte? Quel argent? De quoi il parle? Et c'était toujours ça. Non, mais je sais, mais tu sais, quand il y a eu le séisme à Marrakech l'année dernière, j'ai fait une cagnotte, j'ai réussi à regrouper à peu près 9 000 euros. On a pu loger 180 personnes pendant tout l'hiver. Et il est allé dire que j'avais volé la cagnotte aussi, alors que j'ai rajouté 1000 ou 2000 euros de ma poche dans cette histoire. Voilà, je me suis fait traiter d'ordure, alors que bon, voilà, on a donné à bouffer et un abri à 180 familles. C'est monstrueux. Mais ces gens. C'est monstrueux. Ouais, c'est monstrueux. Alors, ce Radical, là, il fait des montages, justement, Jim Ross, qui est le dernier montage qu'il a fait. Sur ce qui est de la pédocriminalité, ça, c'est sur lequel, moi, je me suis engagé. C'est-à-dire dans ce combat contre la pédocriminalité. Qu'est-ce que tu penses, dans l'islam sunnite, de l'autorisation de marier un nourrisson?
Dans une société islamique, tout ce que Dieu dit, c'est très bien. Voilà, Donc, je te l'ai marier dit, un en nourrisson. gros. Tout, marier quelqu'un qui est pas né. Si Dieu, il a dit, marie quelqu'un qui est pas né, je te dis, c'est bien. Alors évidemment, les gens doivent savoir que ça n'existe pas. Dieu n'a jamais dit qu'on mariait des enfants. C'est lui radical là? Non, lui, c'est Ali Babal. Donc ça, c'est le mouvement des apostats. Alors eux, ils se font un pognon pas possible tous les jours là. Lui, il est assis sur un 5 canapé, mais il se paye des ordinateurs à 2000 € juste avec les gens qui lui envoient des sous. C'est incroyable. Ils se font tous du pognon. On est les seuls cons, tu sais, dans ce truc-là. Mais donc ce radical qui est là, regardez les propos qu'il tient. Ah, et c'est là, lui on va rentrer dans le sujet. Ça, c'est radical. Tiens, écoute, radical. Je te répète encore une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis pas croyant. Écoute. Ton Dieu, il va niquer sa mère, fils de pute. Donc ton Dieu de merde, tu te le fous dans le cul, fils de pute. Je te le répète encore une fois. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis pas croyant. Je suis athée. Je suis de naissance athée. Je mourrai athée. Vos religions, je vais les baiser en sept. Vos religions. Donc là, tu commences à dire, oula, il a un problème, lui. Et en fait, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que c'est pire. Regarde ce qu'il va dire chez le RN. Donc là, il est chez le RN. Donc le RN, qu'est-ce qu'il fout là-bas? Et regarde ce qu'il dit sur les musulmans. Reprise, t'es un koufar gaoui. Voilà, donc ta parole ne vaut rien face à un musulman. Et à titre personnel, depuis que je dénonce les escroqueries de leurs poteaux depuis quelques semaines, ici sur TikTok, j'ai remarqué une chose. Je peux vous garantir, c'est un peu effrayant, mais ce n'est que mon avis, et j'essaie d'être sincèrement Écoutez ce qu'il va dire sur les musulmans. Depuis que je les entendais parler, leur sens de justice, qui est une injustice totale, j'en ai rencontré des personnes de confession musulmane, d'origine maghrébine, qui étaient très très bien, mais elles restent malheureusement marginales, très minoritaires. La majorité sont injustes. Ils sont d'une saleté incroyable. Je vous assure que ces personnes-là, dès qu'elles seront majoritaires dans le pays, ils vont nous exterminer. Ah le radical. Et je vous en passe des vertes et des pas mûres. Il est parti menacer des gens en disant je vais t'arracher un ongle, un doigt et tout. Donc lui, c'est le principal fournisseur de tous ces saloperies que vous voyez tourner sur nous. C'est-à-dire que le mec, toute la journée, il fait ça. Il attaque Jim, il attaque moi. Enfin, tu connais quelqu'un qui n'est pas été attaqué par radical? Un jour, je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la dissidence qui, à tes yeux, est valable? Il m'a dit non. Il m'a dit non. C'est un trisomique, et ça se voit à sa tronche. Pourquoi on parle de lui? C'est un triso. Mais c'est lui qui les alimente. C'est un triso sioniste, lui. Il est sioniste, il ne travaille pas pour la LDJ. C'est lui qui les alimente. C'est-à-dire ce mec-là qui travaille pour la DGSI, parce que moi, il me l'a dit, et puis il a écrit, c'est-à-dire il prend des vidéos de nous tous et il les envoie à la direction départementale du service intérieur. En gros, quand toi, tu cachais des caves des juifs dans la cave, lui, c'est celui qui, allô, il est dans sa cave. C'est la poucave. Mais ce mec-là, qui est insignifiant, on est d'accord. Mais il n'empêche que les gens, il fait des montages et des remontages et des bidulages. Alors, à chaque fois, quand il est face à moi, il est incapable d'être cohérent et finalement de réussir à démontrer ce qu'il dit. Moi, j'ai même, à chaque fois, je lui ai démontré l'inverse. Abdel est parti au cagnotte, il a fui. Non, je suis pas parti, je suis parti en vacances. Abdel fait des surfacturations. Ben, tiens, voici la ticket de caisse de Amazon. Et à chaque fois, je rattrape ses mensonges, mais ça sert à rien, c'est-à-dire il rattrape une autre. Et maintenant, je suis devenu un pédo. Pourquoi? Parce que lui, il est en guerre contre les musulmans, contre les chrétiens, mais c'est surtout aux musulmans. Et il le disait pas au départ. Et là, maintenant, vous avez vu, quand il était chez le RN, là, donc, Elsa, c'est une femme du RN. Et là, il dit carrément haut et fort, ils vont vous exterminer. Et je vous ai mis que ça, parce que la suite, il développe tout ça et ça fait flipper dans le dos. Donc, ce mec-là, qui dit qu'il a déjà torturé des animaux et qu'il a kiffé ça. Ce mec-là qui menace des personnes en situation de handicap, etc., de trucs très graves, c'est lui qui est devenu la référence. Donc, moi, j'y comprends plus rien à cette dissidence. Attends, non, Abdel, non. Là, non. Il y a des gens qui, sur le chat et toi-même, tu dis, mais la dissidence, arrêtez de vous tirer dans les pattes. Mais c'est pas la dissidence, enfin, Abdel. C'est pas la dissidence radicale. Pas du tout. Pas lui. Ah non, pas du tout. La dissidence. Enfin, voyons les gens, réveillez-vous. Enfin, la dissidence, d'abord, primo, je sais pas ce que ça veut dire. Parce que moi, je considère pas en faire partie. Je n'ai jamais fait partie d'aucun mouvement. Mais la dissidence, c'est pas ça, les gars. La dissidence, c'est des mecs comme Soral, des mecs comme Dieudo, des mecs qui prennent des risques à dénoncer le sionisme et qui a pris le contrôle de l'Occident. Enfin, les mecs, vous voyez pas ce que c'est le sionisme? Vous avez pas vu qu'ils sont en train de tuer des enfants, là, depuis 1 an? Par milliers? Voilà, c'est ça le sionisme. C'est les gens qui ont du courage
C'est la dissidence, c'est ceux qui dénoncent ça et qui dénoncent leurs sbires, leurs serviteurs. Les serviteurs du sionisme, c'est les Macron, les Van der Leyen, les Zelensky, les Stermer, c'est tout. Et c'est ça, avoir du courage, c'est dénoncer ça. Hein. C'est pas des François radicales qui vont vous dénoncer ça. Voilà. Après le reste, être dissident, je sais pas ce que ça veut dire, moi. Hein. Ah oui, j'essaie de trouver un terme pour que l'on comprenne un peu tous, mais non, il fait pas du tout partie de la dissidence. C'est même quelqu'un qui est contre nous. Lui, il dit qu'on dit n'importe quoi sur la vaccination, on dit n'importe quoi sur tout. Mais ce gars-là, il n'empêche que quand vous allez sur sa page, vous avez des milliers et des milliers de vidéos sur nous. Et il faut dire que comme il fait des coupages, des montages et des choses comme ça, ben ça marche. Il y a beaucoup de gens qui lui donnent du crédit. Il y a beaucoup de gens qui essayent d'utiliser ses propos. Il suffit juste d'aller sur François Radical 3 pour vous en rendre compte, c'est-à-dire que c'est le mec qui s'attaque à tout le monde et surtout qui s'attaque aux musulmans, beaucoup. Donc nous avons ce genre de gars-là qui fait des vidéos et qui sont repris par Lou Divergent. D'ailleurs, c'est comme ses montages à lui, hein, c'est-à-dire que nous, on est tous ces montages qu'il va vous montrer ou tout ce que vous allez voir de photos ou sur la table 700, c'est lui à la base qui les mettait en place. Mais vous allez voir live avec Jim Léveilleur, vous allez tout le monde y passe. Et il faut dire que ça marche. Alors, dans la réalité, je voulais finir un petit peu avec ça. Je vais prendre juste 15 minutes de plus, peut-être, parce que là, je voulais vous montrer un peu qui on était vraiment. Hein, parce que Jim, vous pouvez retrouver ses vidéos, donc vous pouvez vous faire une idée de lui-même. Donc là, j'ai un dossier contre moi. Monsieur Zahiri mobilise son auditoire en suscitant des réflexes de défense communautaire autour de la religion musulmane qui serait menacée, tendant ainsi à enfermer les musulmans dans le rôle de victimes, tant au plan national que sur la scène internationale, dans un contexte de menaces terroristes particulièrement élevé. Monsieur Zahiri participe à exacerber la perte de confiance de la communauté musulmane dans les institutions françaises, en dévoyant les intentions du législateur, en mettant en doute la version officielle des attentats. C'est-à-dire que la France, la DGSI me reproche de remettre en cause la version officielle des attentats. C'est-à-dire que nous, on dit, vous savez que pendant l'attentat de Charlie, on en a déjà parlé une fois, l'ordre est donné aux policiers de sortir du Bataclan. L'ordre est donné à Sentinelle de ne pas intervenir au Bataclan. Et là, vous aviez Valls, vous avez Le Drian et vous avez... tu te rappelles de cet épisode? En fait, ils vont laisser se faire les attentats. Donc, eux, ils disent que en disant ça, en remettant en cause la version officielle, j'exacerbe la perte de confiance de la communauté musulmane. Ils m'ont reproché ça, Jim. C'est dans mon dossier. Ils veulent pas que je dise que, par exemple, nous, les musulmans en France, on n'est pas bien traités par les institutions. En dépit de la peur que Rémi Daillé éprouve vis-à-vis de l'islam, ce dernier se dit aussi de bonnes choses telles que l'idée de lutter contre le sionisme et l'idée de changer de régime. Alors, lutter contre le sionisme, voilà, moi, je l'ai dit. Je trouve que c'est une bonne idée de lutter contre le sionisme. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui disent que je suis un pro-sion? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui essayent de faire croire que moi, là-dessus, au cours de son intervention publique, ça c'est le dossier que je suis en train de vous montrer, c'est le dossier. Au cours de son intervention publique, M. Zahiri a notamment diffusé la théorie du complot de l'attentat du 11 septembre 2001 à New York, puis dénoncé l'implication de la DGSE et d'Israël dans l'affaire Mera. Voilà, donc vous l'avez ici, noir sur blanc. Je peux vous en sortir à l'appel. En définitive, M. Zahiri a exacerbé la confiance, donc ça, je vous l'ai montré, contre les institutions françaises. Vous voyez là? En dévoyant les intentions du législateur. Donc moi, je dénonce la franc-maçonnerie, la République. Donc quand tu as des gens qui viennent et qui disent que tu es un franc-maçon ou je ne sais quoi, bah évidemment, ils n'ont pas accès au dossier, donc eux, ils peuvent rien dire. Mais par contre, les détracteurs, eux, qui racontent des bêtises, et notamment par ce facho, ce raciste, ce xénophobe qui s'appelle François Radical, François Denis, de son vrai nom, eh ben, les gens, ils reprennent ces théories sans savoir qui il est, sans savoir un petit peu ce qu'il a fait. Or, moi, Jimmy pourra vous en parler, moi, quand je viens à vous, par exemple, et que je vous dis, au niveau militantisme, je sais qu'en France, j'ai fait partie de ces gens qui étaient vraiment... Je ne vous parle pas des anciens, des communistes, des gens qui sont là-bas. Moi, en tout cas, Abdel Zahiri, moi, de ma personne, que ce soit du quartier ou quoi, je peux vous montrer des tas de choses. Ce que j'ai fait on va dire, consensuel, très consensuel, ça a été par exemple les repas. Hein, on a quand même fait des repas à des Français qui étaient dans la rue pendant des années. Et pendant des années, moi, j'ai fait des repas et j'ai mêlé des jeunes, des moins jeunes. Voilà, vous faites ces repas, c'est là. On a amené les grosses marmites et on donnait à manger aux gens. J'ai amené les petits du foot.
pour les sensibiliser à la cause. On donnait des vêtements, des couvertures. Voilà. Ça, c'est ce que j'ai fait pendant des années, plus de 8 ans. On donnait des couvertures, on donnait des gens. J'ai interpellé, par exemple, là, vous aviez Vauquier, mais pas que Vauquier. Dans les réunions publiques, je suis intervenu plusieurs fois. C'est tout ce que les médias ont déjà fait. Vous n'avez pas besoin de venir ajouter ça. On va parler maintenant de l'autre côté que vous ne parlez pas. Voilà, donc je suis intervenu, j'étais un mec très engagé contre le racisme, la discrimination, mais aussi contre le sionisme, mais aussi dans les trucs très terre-à-terre français pour le pouvoir d'achat, etc., etc. Donc moi, j'organisais les manifs. Qui ont tué plus de 2600 civils. Aujourd'hui, à Jérusalem même, une large offensive israélienne. Donc moi, qui ai fait tous ces trucs-là et qui était très engagé là-dedans, qui est préparé même pendant la pandémie, c'est-à-dire quand il y avait le couvre-feu, interdiction de sortir, qui faisait des repas en cachette pour aller les donner aux gens qui ont faim, moi, ça, je l'ai fait. Donc j'ai pris mes engagements, j'ai fait ce que j'avais à faire pour alerter de cette fracture qui était en train d'arriver entre les Français et les Français de confession musulmane, pour dire attention à ne pas succomber. Les jeunes de quartier, ce sont pas des musulmans ou je ne sais quoi. La délinquance que vous pouvez trouver, que vous pouvez en avoir marre, ça, c'est pas les musulmans, ça. Beaucoup de musulmans, ils travaillent, ils font leur vie tranquille. Et il faut pas comparer les deux. Et on a été face à leur système. On a été dans la solidarité. Donc moi, j'ai été très engagé dans toutes les causes et depuis très longtemps qui concernent le peuple de France, que ce soit le gilet jaune et ailleurs. Et dans le mouvement des gilets jaunes, moi, je suis rentré en prison. Contrairement à certains bouffons qui veulent faire les résistants, moi, j'ai été en prison. Donc là, d'ailleurs, là, c'est quand je suis sorti de prison. Voilà, je suis sorti de prison, je suis sorti avec le sourire. J'étais un militant. Bon, j'avais grossi, mais j'étais là. Pourquoi? Parce que j'étais contre Macron. Et quand ils m'ont fait des tentatives pour essayer de m'impliquer, moi, les gilets jaunes, ils y étaient dehors. Moi, on a toujours su voir que j'étais quelqu'un de la lutte, qui faisait pas semblant puisque j'étais au premier loge, premier sur la ligne d'attaque. Donc, j'en ai payé le prix. Et quand on entend tous ces gens-là nous dénigrer et tout ça, ben, c'est vrai que ça fait bizarre. Et pour aller plus loin, moi, j'ai fait comme Jim. Jim, il a plus d'audience que moi, il est plus connu que moi, il fait plus, d'accord. Mais après, puisqu'on a été réduit un petit peu plus ou moins au silence, bon, ben, on s'est réfugié dans les réseaux. Mais avant les réseaux, pendant 18 ans, avant que vous voyez là toutes ces crises, je me suis occupé de quartiers de jeunes et moins jeunes, dans lesquels on a fait des tas de choses, des ateliers pour essayer qu'ils sortent pas dans la délinquance. On a fait de tout ce qui était autour des devoirs. Là, on avait un adulte pour un enfant pendant des années. Puis ensuite, je me suis retrouvé à m'occuper de tout un tas de quartiers. Et puis, ça a été au plan national. D'accord? On a fait des fêtes de quartier. On a essayé de réunir les gens. On a sorti les gosses pendant des années, des années. On a essayé d'apporter du bien-être. On a interpellé les politiques. Pendant 18 ans, on a cru au système républicain. Genre, allez, on va. Mais c'était que des mythos, c'était que des pipeaux. Donc, à partir de là, ben, on est passé à une autre étape. Je suis même allé en grève de la faim. Grève de la faim pendant 15 jours. Et cette grève de la faim, elle a amené à quoi? Elle a amené à ce qu'on pose la question, mais est-ce qu'on veut vraiment que les gens s'en sortent? Est-ce qu'on veut vraiment qu'il y ait un vivre ensemble? J'ai été récompensé plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai touché des prix autour où il y avait toute la France qui était impliquée là-dedans. Par exemple, dans le milieu du football, il y a ce qu'on appelle la Fondation de France. Vous avez 300 et quelques clubs qui déposent des dossiers, notamment des clubs pro. Je suis le seul en France qui a gagné 3 fois. Gagné 3 fois le concours. 3 fois 5 000 € pour ce que l'on fait. Et je suis allé à la Fédération française de football. Je suis allé même dormir à Clairefontaine. Et regardez, là, on est avec tout le monde du football. Et qui c'est qui gagne? L'un des 4 quand il a fallu voter. Ah, c'est toujours nous. Pourquoi? Parce que c'était authentique. Des gens de quartier engagés, on a toujours su nous reconnaître, mais évidemment pas le système, pas l'État. Et c'est ça qui était dégueulasse quand tu vois tous ces gens-là. C'est qu'on se fait attaquer de tous les côtés, alors que franchement, on était des super engagés. Et pas que pour la cause arabe ou je ne sais quoi. On était engagés dans la lutte. Et au point même où on était toujours... Moi, j'ai eu 3 condamnations dans ma vie. C'est normal, quand vous êtes face à la police, c'est normal que les condamnations, tu les as. Je vous montre un échange que j'ai avec un policier au niveau local.
que vous voyez à quel point on était des gens pas méchants, mais on était des gens déterminés. Donc, je vous montre, là, c'est le commissaire de police, et après ça, je donnerai la parole à Jim, et on va conclure sur ça, mais on était des militants engagés. Allez-y, embarquez-nous. Vous avez tellement de courage. Les ordres, c'est les ordres. Et là, vous allez voir un commissaire qui arrive de police, et surtout, vous allez comprendre à travers cet échange comment nous on vit cette injustice. On ne peut pas partir de là. On ne peut pas. Si on pouvait, on serait parti. Je vais vous expliquer une chose. On se connaît, d'accord? On se connaît, M. Zahiri. Donc, vous avez une autorisation, M. Zahiri, pour vous rassembler sur le trottoir, M. Zahiri. Comment on le fait sur le trottoir? Comment on le fait? On n'a jamais eu. Je vous l'explique. Vous me dites, écoutez-moi, je vous explique. Excusez-moi, monsieur, juste Je vais l'expliquer tout de suite et vous allez tout à fait comprendre. Mais vous aussi, vous allez péter des corps. Alors, non, vous êtes sur la voie publique et vous me posez un problème. Parce que j'ai eu l'autorisation d'être là. Vous allez sur le trottoir, M. Zahiri. Je ne suis pas votre chien. Non, je ne suis pas votre chien. Vous parlez autrement, je ne pas. Non, mais ça va pas durer, ça va pas durer. Ça va pas durer quoi? Vous en avez rien à foutre de ce qu'on dit. Pourquoi je pose? Je vous explique que ça va pas durer. Qu'est-ce que ça va pas durer? Vous allez nous embarquer? Oui, vous m'embarquez moi. Ça vous ferait plaisir. Oui, mais je vais vous faire ce plaisir. Vous avez le droit de manifester, de vous rassembler sur le trottoir, vous le faites, pour quel souci? Donc là, on avait une manifestation et tout, et d'un coup, ils décident de ne plus nous donner l'autorisation de marcher. Et là, vous voyez l'échange avec le commissaire et tout. Donc moi, j'ai été condamné dans ma vie en France, pas parce que je dealais, j'ai été condamné 3 fois. Outrage, tous ceux qui ont affaire à des manifestations, ils connaissent très bien comment se comportent certains policiers. Et vous l'avez vu pendant le mouvement des Gilets jaunes. Donc, outrage, menace à agent. Tiens donc, oui, c'était qui cet agent? L'ambassadeur d'Israël qui est là dans un cinéma ouvert à tous. On veut aller pour apporter la critique, parce que c'était un débat de critique. Il nous laisse pas rentrer. Il protège l'ambassadeur d'Israël, mais nous, on peut pas rentrer dans un débat critique dans lequel les portes sont ouvertes. Donc, on a dit quoi à ce commissaire? On lui a dit, vous êtes comme à l'époque de Pétain, ceux qui mettaient les juifs dans les trains. Donc oui, oui, j'ai eu une indignité aux policiers. Et le dernier, c'est simple, j'ai filmé les mouvements des Gilets jaunes. J'en filme un qui tabasse des gens, et notamment des jeunes. Et ce commissaire-là a dit que je l'ai menacé de lui casser la gueule. Et donc, j'ai fait 4 mois de prison. Voilà mes 4 condamnations. Donc, Darmanin, il a essayé de faire croire que j'étais un mec qui était pour la rébellion. Il est à la rébellion, il a été condamné pour ça. Mais toute personne qui fait des manifs, il sait très bien comment sont les policiers, certains policiers, au bout d'un moment. Donc, tu vois, Jim, on en revient un peu à ce que tu disais au début. C'est-à-dire qu'il ne faut pas trop leur accorder du temps, c'est vrai, parce que au fond, c'est dérisoire, mais ce qui est triste, c'est que tu as beaucoup trop de gens qui, malgré tout, relayent leurs conneries dans nos lives, dans nos commentaires. Et au bout d'un moment, on est obligé de se taire et de les laisser continuer à raconter de la merde, parce que sinon, on passerait notre vie à faire ça. Oui, moi, je trouve que ton expulsion, quand même, tu l'as quand même bien mérité. Hein. Tu as quand même bien. Non, je plaisante. Non, je veux dire. Ouais, non, mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. T'es un mec, t'as été là, t'as été à la lutte, à une période où on pouvait encore parler un peu à la police. Aujourd'hui, je pense que ça serait direct l'avion et t'aurais même pas eu le temps de voilà, parce que là, ça se durcit la dictature. Hein, les gens ne le voient pas, hein, mais ça se durcit et malheureusement, ils se sont acharnés après toi parce que t'as dénoncé le sionisme. Hein. Si t'avais simplement été un gilet, ils t'auraient juste crevé un œil et puis c'était terminé. Comme voilà, mais non. Toi, ils t'ont pas crevé les yeux, ils ont préféré t'expulser directement parce que tu t'en es pris à la commandante tour. C'est ça, ce que les gens pensent. Hein. De toute façon, là, toi, je vois depuis tout à l'heure sur le chat, il y a des gens qui disent il n'y a qu'à porter plainte pour diffamation si Lou a dit des diffamations. Mais les mecs, vous comprenez pas qu'il n'y a pas de loi pour des gens comme Abdel? Abdel, il n'y a pas de loi pour lui, il n'y en a déjà pas pour moi. J'ai déposé plainte contre un mec qui a 3 ans et demi pour diffamation, il ne s'est jamais rien passé. Vous croyez que Abdel, qui a été expulsé en tant qu'OQTF, qui habite plus en France, vous croyez qu'il peut déposer plainte en France pour diffamation? Mais vous êtes sérieux, les mecs? Mais vous comprenez pas qu'il n'y a pas de loi pour nous? Vous pigez pas? Vous voyez pas que Richard Boutry, parce qu'on peut aussi parler de Ricardo, lui, c'est pareil, il a plus de banque, il a plus rien, il vit dans un fourgon. Enfin, maintenant, il est il est dans une situation difficile financière, il a plus droit à rien. Il n'a plus le droit à travailler à la télé. Et vous êtes là à critiquer ces gens qui prennent des risques, mais vous avez rien d'autre à foutre. Je veux dire, à part me traiter d'escroc, moi, du Zincoin, vous avez rien d'autre à faire. Vous devriez peut-être suivre un petit peu mon actualité, parce que ça fait 4 capsules que je fais pour dénoncer M. Karim Ben Machin, le créateur du Zincoin, qui est parti avec l'argent de l'ICO. Et je suis en train de le dénoncer maintenant. Comment est-ce que vous pouvez continuer à me traiter de voleur du Zincoin?
Comment vous pouvez être con à ce degré-là? Moi, ce que je comprends pas, c'est comment on peut être con à ce point-là de faire de la calomnie permanente et de s'en prendre à des gens comme Abdel. Moi, je comprends pas. Alors, allez-vous tous vous faire foutre. Voilà, Abdel, je te remercie beaucoup. Je vais aller faire mon live et je vais aller me calmer. Merci à toi. Ben écoute, moi je voulais vraiment te remercier parce que dans ces moments-là, ben on voit Jim, on n'était pas forcément des potes et des amis, on se connaissait pas, on est rentré là, mais on a compris d'un coup que là on est dans un rôle d'essayer de faire là où on est et comme on peut, parce qu'on peut plus faire ce que l'on faisait à une certaine époque. Moi, j'ai été viré, donc je peux plus. Et puis, il y en a d'autres qui peuvent pas non plus. Donc, on essaie de faire ce que l'on peut. Et puis, ben, le truc, c'est jugez-nous sur les pièces. Voilà. La vaccination, on avait raison ou pas de vous dire de ne pas vous vacciner? Oui. On a raison ou pas de vous dire que la vaccination tue et qu'elle fait des dégâts? Oui. On a raison de vous expliquer que la France est en train de se devenir une dictature de malades, que derrière, vous avez le mouvement Sion, et derrière le mouvement Sion, vous avez le mouvement satanique. Vous avez tout le mouvement qui veut nous amener une nouvelle religion, sortir de la chrétienté, sortir des valeurs de Jésus, et qui veut qu'on se fasse la guerre. Bon. Si vous dites oui ou non, et vous nous jugez sur des choses comme ça. Et malheureusement, sur ces sujets d'importance capitale, qui est le nouvel ordre mondial et tout ce que ça arrive, Israël, Trump, Poutine et tout ça, nous, on se retrouve au caniveau à parler de t'as pris de l'argent, t'as fait ci, tu fais ça. Et c'est ça qui nous a un peu pourri au début. Bon, maintenant, on prend un peu de la hauteur, mais en tout cas, voilà, Eric Montana, ce que je voulais te dire un petit peu par rapport à tout ce qui est fait, que ce soit Table 700 ou que ce soit les trollages. Mais j'ai bien compris que, comme j'ai une position un petit peu publique, faut que je fasse attention parce qu'il y a des mecs qui font des montages et tout. Mais honnêtement, même les gens qui n'ont pas fait des pranks comme moi j'ai fait, ils se sont fait attaquer. Ricardo s'est fait attaquer. Eric Montana, j'en ai pas parlé, mais frère musulman, ou moi par exemple frère musulman, pourquoi? Parce que j'ai défendu la présomption d'innocence de Tariq Ramadan. C'est écrit dans le dossier. Et c'est répertorié par qui? Par Radical. Dans une photo, ils mettent Abdel Zahiri, frère musulman. Mais j'ai jamais été frère musulman, moi. C'est quoi d'ailleurs? Alors, en ce qui concerne Tariq, effectivement, je fais partie des rares médias indépendants qui lui donnent régulièrement la parole. Tariq est chroniqueur régulier sur TVADP. Je fais partie des gens qui considèrent que tant que Tariq n'est pas condamné, il est présumé innocent. Visiblement, beaucoup de gens disent oui, les médias racontent beaucoup de conneries, mais quand ça concerne Tariq Ramadan, toutes les conneries que les médias mainstream racontent, ils les avalent. Alors, je soupçonne bien évidemment le racisme, l'islamophobie, la xénophobie. Et puis, à côté de ça, quand on s'expose publiquement, il faut accepter le risque de ne pas plaire à tout le monde. Il y a des gens, même si tu démontres ta bonne foi par des arguments, par des preuves, si tu leur es particulièrement antipathique, rien ne les fera changer d'avis. C'est pour ça que je t'ai dit, bon, cette émission va te permettre de t'expliquer et de faire face à certains de tes détracteurs. Comme je l'ai dit tout à l'heure et je le répète, moi je suis trop vieux pour accorder de l'importance aux calomnies, aux ragots. J'ai pas le temps de faire ça. Ce qui est important, c'est que la résistance avance et les chiens peuvent continuer à aboyer. L'essentiel, c'est que la caravane passe. Et puis, s'il vous plaît, apprenons les uns et les autres à nous respecter, à ne pas nous calomnier sans preuve, et puis jugeons les gens à leurs actes. Jim l'a parfaitement expliqué. Si Abdel était le contraire de ce qu'il est, il n'aurait pas été expulsé du pays, avec un dossier à charge qui est repris en réalité sur les médias détracteurs. Ce ne sont pas des preuves formelles. Ce sont des gens qui s'alimentent sur les sites internet détracteurs pour dire voilà qui est Abdel Zahiri. Et quand Jim dit il n'y a pas de loi, oui, ça fait 20 ans que je dis nous ne sommes ni dans un état de droit, ni dans une démocratie. Il n'y a pas de justice pour les dissidents. Jamais on dira à un dissident vous avez eu raison, votre point de vue est recevable. Non, non, on va te cataloguer comme un danger pour le système. Et à partir du moment où on te catalogue comme un danger pour le système, tous les moyens sont mis en œuvre pour essayer de
pour détruire ta réputation, mais aussi pour te détruire économiquement et socialement. Il y a des gens qu'on a totalement désocialisés. Il y a un garçon que nous allons recevoir bientôt sur cette chaîne, à qui on refuse même d'attribuer une carte d'identité. Et pourtant, la seule chose qu'il ait fait, c'est dire non, moi je veux pas me faire vacciner. Non, moi je ne crois pas que le Covid menace ma vie. Moi, je veux gérer ma santé à ma manière. Eh bien, ce type-là est considéré comme un danger pour le système. On en est là aujourd'hui. Si les gens ne prennent pas conscience que nous ne sommes pas dans une démocratie ni dans un état de droit, ils continueront à dire des banalités comme moi, vous savez, j'ai une flopée d'avocats qui se proposent de prendre notre défense et d'entamer des procédures contre les uns et les autres. Vous croyez que j'ai du temps à perdre? Vous croyez? Et pourtant, je pourrais le faire facilement parce que ce sont des amis, des avocats qui se proposent de défendre notre cause bénévolement, gratuitement. Et pourtant, je dis non, on va pas accorder de l'importance à la calomnie, ce serait lui donner du crédit. Donc, le fait qu'on se taise, qu'on ne réponde pas systématiquement aux attaques et aux critiques, ne signifie pas que nous soyons coupables, mais tout simplement que, comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas rendre les cons intelligents. Si les gens ne sont pas capables de faire la différence entre le premier et le second degré, s'ils ne font pas la différence des propos que tu peux tenir d'une manière sarcastique pour te moquer de ton interlocuteur gentiment et cordialement, parce que quand tu as répondu au type qui te disait mais alors si Dieu te demande de épouser un nourrisson, tu vas le faire. Bon. Mais quand on entend les propos qu'il tient en disant moi je suis athée et en fait j'emmerde toutes les religions. Bon, ben, tu sais dans quelle catégorie c'est un type qui n'a ni foi ni loi. Comment on peut attribuer du crédit, de l'importance à quelqu'un qui n'a ni foi ni loi? S'il n'a ni foi ni loi, il n'a ni principe, ni valeur, ni morale. Et si ceux qui accordent du crédit à ces calomniateurs ne le comprennent pas, ben on peut rien faire pour eux. Alors je précise une dernière chose. D'habitude c'est Nina qui modère le chat et Nina est beaucoup plus radicale que moi. Elle tranche à la hache. Donc ce soir vous avez eu de la chance, vous avez bénéficié de son absence, ce qui fait que vous avez pu vous exprimer les uns et les autres comme vous le vouliez. Il y a des commentaires que j'ai lus qui sont franchement désagréables, d'autres qui sont insultants et d'autres qui sont affligeants de bêtises. Alors, je vous promets que quand Nina va voir ça, elle va faire un ménage d'enfer dans le chat. Donc, excusez-moi et excusez-nous, amis internautes qui nous suivez régulièrement, de vous avoir infligé la présence de ces trolls, de ces calomniateurs, mais je ne peux pas être partout et sans Nina, je suis un peu perdu. Voilà ce que j'avais à dire. Jim, je suis très content de t'avoir reçu ce soir pour la première fois sur TBADP. Ça faisait un moment, en réalité, que j'avais envie de t'inviter, mais il faut que tu saches qu'on est un certain nombre de chroniqueurs sur cette chaîne, et moi-même, j'ai du mal à trouver 1 heure par semaine de temps en temps pour recevoir mes propres invités. Donc j'ai des tas d'amis à qui j'ai promis une invitation depuis des mois, et comme je ne gère pas l'agenda de TBADP, dès que je tombe sur une heure de libre, je me jette dessus comme un mort de faim pour pouvoir inviter les gens que j'aime et que je respecte et dont tu fais partie. Merci beaucoup. Une prochaine fois, en tout cas avec plaisir. Merci beaucoup. Voilà. C'est un honneur pour moi. Merci. Merci Jim aussi. Jim, c'est quand on est attaqué, on voit aussi les gens. Voilà. Donc moi je connais pas particulièrement Jim. Je suis allé une fois parce que je suis allé là-bas et depuis, il fait ses émissions, je fais les miennes et de temps en temps on se retrouve. Et moi j'aime ces gens qui comprennent l'enjeu de maintenir un niveau de lutte et de cohésion de la lutte et qui prennent
C'est-à-dire qu'ils savent s'engager pour dire hop, 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 hop. On peut ne pas être d'accord avec toi, avec Abdel, avec Jim, avec Eric, avec ce que vous voulez, mais on peut pas salir les gens qui, eux, ont fait des combats que d'autres sont assis derrière un canapé. C'est pas possible. Sinon, il n'y a plus rien, plus de résistance, il n'y a plus Walou, on arrête tous, et puis au final, on sera tous perdants. Donc non, il faut savoir être solidaires les uns des autres, malgré les différences qu'on peut avoir. Donc Lou, si tu m'écoutes, écoute, tes excuses seront les bienvenues, mais même s'il n'y a pas d'excuses, voilà, arrête ce truc-là, parce que c'est vraiment n'importe quoi. Table 700 et tout le reste, c'est n'importe quoi, arrête. À bientôt, moi je vous laisse, parce que je vais faire mon live. Merci, Jim. Bonne émission, Jim. Eh Merci à ben, vous. on va se quitter. De toute façon, Eric, on va te laisser le dernier mot, Eric, mais merci à toi, Eric, de ta confiance. Et c'est vrai que moi, ça me touche beaucoup, ces émissions, que ce soit Eric ou Ricardo, parce que ben là, concrètement, voilà, nous avons des journalistes de métier en plus qui nous font confiance et qui nous donnent aussi notre chance pour pouvoir travailler à cette union, à cette cohésion. Et même quand on est attaqué, ben Eric a voulu que je puisse faire une émission, on n'en fera pas 40, on en fait une dans laquelle au moins on arrête cette folie autour de voilà Abdel. Si vous avez envie de savoir quels étaient nos combats et tout, vous allez voir Abdel Zahiri sur Google et vous allez voir Darmanin, tous les mouvements sionistes, tous les trucs. Et là, c'est le véritable enjeu. C'est là vraiment que j'étais et pas dans les caniveaux d'Internet. Merci Eric. Ben, il n'y a pas de quoi. Il était important que tu fasses entendre ton point de vue parce qu'il y a des gens qui sont absolument persuadés que tu es franc-maçon et que tu manges des enfants au dessert. Donc, il était bon que tu puisses faire entendre ta version des choses. Peut-être que tu ne convaincras pas tout le monde, mais ça, malheureusement, on est tous exposés à ça. On ne peut jamais faire l'unanimité. Ce que, par contre, je ne tolérerai pas, c'est le racisme primaire. Que les gens te détestent pour ce que tu es, pour tes origines, pour ta religion, c'est quelque chose qui est inacceptable. C'est arrivé à Tariq Ramadan. J'ai perdu beaucoup d'amis dans la dissidence qui prétendent, encore une fois, être des résistants, mais des résistants qui s'alimentent dans les médias mainstream ou sur Conspiracy Watch. Permettez-moi d'avoir quand même quelques doutes. Ce qui est important, c'est que, encore une fois, la caravane passe. Donc, Abdel, Zen, laisse les chiens aboyer. L'important, ce sont nos actes. Et nos actes parlent pour nous. Et si on doit nous juger, que ce soit sur nos actes. Voilà. Exact. Bon, t'as dépassé ton temps de 28 minutes. Oui, j'ai vu ça. Mais en tout cas, merci à tous. Merci Eric. Rendez-vous donc dimanche prochain. Oui. Ciao tout le monde.